Le vélo est le plus gros poste de dépense en triathlon. Il est donc légitime d'avoir beaucoup d'interrogations lorsqu'on débute ou bien même après quelques années de pratique. D'autant que c'est du matériel technique et souvent très complexe. Dans cet épisode, nous avons souhaité vous partager notre échange avec Nicolas Barbe de la boutique Kilomètre Zéro à Paris. Un spécialiste en la matière, un geek du vélo comme il se décrit lui-même. Il est donc temps de lever le voile sur un bon nombre de choses concernant le matériel vélo. Bonne écoute. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Trois 24 dans les... Mais t'as même quand j'avais Pellegrini, à ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Nicolas Barbe, l'expert vélo chez Kilomètre Zéro, boutique référente pour les cyclistes à Paris, pour parler un petit peu matériel. Ça fait un petit moment qu'on souhaitait faire un épisode sur ce sujet, mais on attendait d'avoir la bonne personne pour en parler. Nicolas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Je suis aujourd'hui accompagné de mes compagnons d'aventure, Mélène et Thibaut. Messieurs, bonjour. Bonjour, j'ai devancé ta présentation, désolé. C'est pas grave. Trop rapide, Thibaut. Nicolas, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter rapidement, nous raconter un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, alors écoutez, déjà bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans, du coup comme tu l'as dit, je suis le responsable du magasin Kilomètre Zéro dans le 17e à Paris. Alors, si on fait un petit historique de la partie sportive, je suis plutôt cycliste à la base. J'ai fait du triathlon pendant 4 à 5 ans. J'en ai pas encore fait cette année. Déjà, c'était un peu compliqué cette année. Le confinement, c'était un peu compliqué d'en faire cette année, ouais. Mais plutôt cycliste. Après, j'ai fait un petit peu de triathlon. Et surtout, je suis passionné de matériel et particulièrement du matériel vélo. Et comme on disait tout à l'heure, je pense que je peux me caractériser un peu en disant que je suis un peu un geek du matériel. Et voilà, je suis un petit peu mécanicien aussi, je suis responsable du magasin de manière générale, mais voilà, pour le coup, s'il faut aider en mécanique et que quelqu'un a besoin de conseils mécaniques, je peux aider. Mais c'est parfait ça. C'est exactement, ouais. Tu es la bonne personne. Ok, tant mieux. Ça c'est sûr qu'on a beaucoup de questions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la boutique rapidement avant qu'on rentre vraiment sur le cœur du podcast? Ouais, le magasin est ouvert depuis maintenant 4 ans. Alors je suis pas là depuis l'ouverture, je suis là que depuis 1 an et demi. Mais on est, je pense, le seul magasin dans Paris à avoir une partie qui fait un peu notre renommée, c'est la partie Training Center à l'étage, où il y a tout un espace pour venir s'entraîner, il y a des watt bikes, il y a des stations Zwift, il y a des douches, il y a des vestiaires. Donc c'est assez sympa quand on habite dans le quartier ou quand on bosse dans le quartier de venir s'entraîner plutôt que d'aller tourner à Longchamp s'il fait pas beau et il n'y a pas de circulation, ça rend le travail vraiment spécifique, très très intéressant. Après, le magasin de manière générale, c'est un magasin de vélo, j'ai envie de dire. Alors c'est assez joli quand même. C'est plutôt joli, oui. On est dans la boutique pour le tournage aujourd'hui, on a la chance d'être reçu. C'est plutôt pas mal. Mais après, ça reste un magasin de vélo, hein. On fait un petit peu de tout, on fait du triathlon, on fait du cyclisme, on fait de l'urbain, de l'électrique, on fait un petit peu de tout. Il y a quelques belles pièces sur lesquelles Mélène et Thibaut se sont arrêtés. Ouais, je sais pas si vous avez votre CB, messieurs, mais c'est peut-être... On va repartir avec un petit souvenir. Tu disais que tu avais pratiqué un petit peu, enfin tu étais surtout cycliste à la base, tu as pratiqué un petit peu en compétition, tu as fait quelques épreuves Alors moi en termes de compétition pas trop, là où j'ai fait le plus de compétition c'est en triathlon bizarrement. Après en vélo non, pour le coup je suis plutôt j'allais dire un peu un de ces nouveaux cyclistes qui fait du vélo juste pour aller manger un flan et boire un coca à la boulangerie. En gros, c'est un peu notre objectif du dimanche quand on roule. Faire 150 km pour aller manger à une boulangerie, ça me dérange pas. Mais après, non, j'ai plutôt pratiqué en compétition en triathlon. J'ai fait beaucoup de half, j'ai fait un Ironman, j'ai fait celui de Nice, parce que je voulais le faire. J'aimerais aussi faire en brun, donc ça, on verra un petit peu plus tard, mais c'est le dernier que je veux faire en long. Après, je tirerai ma révérence sur le long. Et après, j'ai fait un petit peu d'olympique aussi, mais surtout du half. Et c'est vraiment en triathlon que j'ai fait de la compète. En vélo, j'ai fait aucune compétition. J'ai fait quelques cyclos et tout ça, mais rien de manière officielle avec une licence.
Ah, c'est marrant ça d'être autant passionné de vélo. Ouais, et mais, tu t'es jamais mais dit, vraiment, en fait, je prends plus de plaisir à m'entraîner qu'à faire des courses. Mais D'accord. même en triathlon, hein, franchement, je suis capable de me mettre à l'envers un entraînement, vomir sur un 30-30 en course à pied. Mais alors vraiment, me faire mal en course, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Franchement, c'est. Le jour de l'épreuve, t'es là pour le plaisir, quoi. Ouais, carrément. Je suis là dans le parc pour observer un peu les vélos, ce qui est un peu skiage. Je regarde un peu le matos et j'essaie de me dire, ok, donc lui il a ça, voilà, lui il doit envoyer sévère. Donc du coup, si je le vois, on va voir si ça correspond. Mais après, même en vélo, c'est vraiment le côté rouler, prendre du plaisir un peu. C'est un peu glissé vers ça en fait, le vélo et même le triathlon, je pense. Hein, les gens ont l'objectif de finir une course, mais les gens, ce qu'ils veulent surtout, je pense avant tout, c'est être en bonne santé, prendre du plaisir, faire du sport avec leurs potes. Et voilà, pas forcément s'inscrire à une course et avoir un dossard, même si ça reste la finalité, mais les gens, ils veulent juste être en bonne santé et s'éclater, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'objectif et c'est l'état d'esprit aussi que nous, on essaie de retranscrire un peu dans le magasin ici. Ça nous correspond bien aussi, je pense. Comment t'es arrivé à la pratique du vélo? C'est une question qu'on aime bien poser en début d'épisode. Comment t'es arrivé à Je suis cette pas du pratique? tout cycliste à la base. Je suis issu d'une famille qui a fait beaucoup de vélo. Mais moi, à la base, j'ai fait du patinage artistique. Rien à voir, hein. Vraiment, rien à voir. Ce qui est pas classique. Ce qui est pas classique. Avec une maman prof de patinage et un papa qui était prof de hockey, donc j'ai fait les deux. Après, j'ai arrêté à l'adolescence et je me suis mis au golf. Et après, je me suis mis au vélo parce que mon cousin faisait du vélo et mon cousin est un petit peu plus vieux que moi, donc forcément on le voit un peu, on se dit je veux faire comme lui. Il s'est mis au vélo, donc je me suis mis au vélo. Il s'est mis au triathlon et je me suis mis au triathlon derrière. Voilà, je fais tout ce qu'il fait. Et si on doit prendre les paris là, si t'es un peu expert vélo, Ouais. le Tour de France, du coup, c'est en septembre. Ouais. Tu mets une pièce sur quelqu'un? Ah, moi je mets une pièce sur Egan Bernal encore, sans problème. Le doublé? Ouais, franchement, je pense que sans trop forcer, il devrait y arriver. Hein. Ça devrait pas. J'ai hâte de voir parce que je pense qu'il y aura la concurrence pour le coup. ça va Vu être que Chris relevé Froome en cette plus année, est parti chez Israel Cycling là. Je sais pas s'il sera en condition vu qu'il revient de blessure, mais je pense que Egan Bernal, je pense sans trop forcer son talent, ça devrait aller. J'espère que les Français vont faire quelque chose, mais. Ouais, c'est dessiné pour normalement cette année. Ouais, ils essayent tous les ans de dessiner un Tour de France pour les Français, mais. Ça marche jamais. Ouais. C'est non, comme Roland Garros, franchement, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu ça. Le contre-la-montre est pas trop plat normalement, donc ça devrait. Ouais, ça devrait franchement, limiter la casse. je pense que ça va être intéressant. Je pense que franchement, là, si t'aimes le vélo, le mois d'août, septembre, octobre, tu vas te régaler. Hein. Le mois d'août, là, tes vacances, je pense que ta copine va te haïr. Déjà, la mienne va me haïr parce que les 2 premières semaines d'août, c'est les encore classiques le Tour de italiennes. France. Ah ouais, non, c'est les classiques italiennes sur le mois d'août, ça va être génial. Franchement, à voir, il va faire beau et tout, donc je pense que ça va être le feu. Et ouais, le Tour de France. Le Tour de France, je pense que ça peut vraiment être sympa. Il y aura peut-être moins de monde sur la route, donc moins de gêne pour les coureurs. Ils seront peut-être un peu plus à l'aise pour s'exprimer. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. On espère qu'il y aura quand même On le va diable dans regarder le ça public. après. sinon Ouais, ça il est sera toujours pas un là. vrai Tour de France. Franchement, il est toujours là. Il est plutôt jeune pour courir après les vélos. Ouais, il y arrive toujours. On va rentrer un petit peu dans le cœur de l'interview. À la base, c'est vrai que ça fait un petit moment, quand on discute entre nous, qu'on voulait faire un épisode sur comment bien choisir son vélo. On a déjà fait des petits podcasts sur la foulée, le running, etc. Mais un vrai focus sur le vélo, parce que c'est quelque chose qui est difficile d'avoir les bonnes informations C'est pour complexe. faire correctement son choix. Surtout que chacun a son avis, quoi. Exactement. Tu peux avoir un avis, mais c'est pas forcément l'avis du voisin, donc c'est du ressenti un peu au cas par cas. Du coup, attention à ta réponse, parce que tu vas influencer énormément d'auditeurs. Ok, d'accord. Donc sois bien Je vais concentré. les influencer sur des choses que j'ai en magasin, surtout. Voilà, soyons malins. Ah, puis c'est comme le poste de dépense le plus important aussi dans le triathlon. Donc, c'est ce qui fait le plus mal, ouais. C'est souvent Ouais, ce qui est un peu difficile à. C'est ce qui freine un peu les gens, et c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à sauter le pas. Mais après, c'est compréhensible hein, quand tu te mets à un sport comme ça où il faut acheter du matériel de natation, du matériel de course à pied, et que derrière tu as un vélo à acheter et t'es pas sûr que ça va te plaire. Donc c'est soit t'es assez à l'aise et tu te fais plaisir et tu te dis bon ouais, c'est pas grave, au pire je m'en servirai, soit t'es pas sûr que ça va te plaire, le vélo t'en as jamais vraiment fait si tu viens du running ou de la natation par exemple, et t'hésites un peu quoi. Donc tu peux vite faire le mauvais choix, acheter quelque chose de pas génial, être un peu en galère pour le revendre derrière et pouvoir te racheter autre chose derrière et être pareil pas super à l'aise. Donc On avait vu des mecs c'est en complexe, Vélib hein. au triathlon de Paris. Ouais. Et à la Ouais. semaine de Nice, t'as tous les ans un gars qui le fait en vélo bleu là, les vélos de la mairie. Normal. Tous les ans t'as un gars il le fait hein. C'est... Il y a des furieux un peu. Ouais, il y a des énervés hein. Si tu devais donner un premier conseil, imaginons qu'il y a un client là qui rentre dans la boutique, ce serait quoi pour toi les fondamentaux, les grands critères pour bien choisir son vélo par rapport à la pratique, par rapport à la taille du cadre, vraiment des choses. Bah, si on reste vraiment purement sur le triathlon, déjà, la première question que je pose en général, c'est la distance. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que quelqu'un qui va faire du sprint ou de l'Ironman, déjà, c'est pas du tout le même vélo, il a pas les mêmes besoins. Après, forcément, il y a la question du budget. Ça, il y a beaucoup de magasins où ils osent pas trop le demander, où ils hésitent un peu. Mais à un moment donné, faut pas se mentir, le budget, ça, c'est comme le qui est qui, quoi. Tu fais tomber les cartes, à un moment donné, le budget, ça te met tout de suite dans une case.
Et c'est pas pour dire ah, ok lui il a de l'argent, lui il a pas d'argent, c'est juste que tu perds pas ton temps à montrer 15 000 vélos au client qui pourra pas s'acheter. Et là, Donc, par exemple, dans la boutique, tu vas à quel prix sur des vélos de en route vélo, on va de 899 pour le premier prix pour un vélo de route. Donc tu es sur un cadre alu, fourche carbone, roue en alu. C'est franchement très bien pour commencer. Quelqu'un qui fait pas du tout de vélo, il va halluciner parce qu'il va mettre un coup de pédale, ça va filer tout seul. Après, ça monte. Honnêtement, le vélo, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. Je pense que les vélos de route les plus chers maintenant, tu peux être à plus de 20 000, plus de 25 000 euros. Ça dépend du montage que tu veux te faire, mais des vélos, c'est. Manuel, quoi. Ouais, Petit investissement. Vaut mieux pouvoir s'inscrire sur plusieurs courses après. Quoi, Ah ouais, ça. exactement. C'est pas du clair. one shot. Après, honnêtement, un vélo à 25 000 euros sera pas plus efficace qu'un vélo à 5 000 euros. Tout dépend de qui est dessus, quoi. Ouais, exactement. Encore une fois, c'est les jambes. Si les jambes, en plus, ça s'achète pas. Donc, C'est ce que je te dis, Mélène. Ça sert à rien de continuer j'ai à essayé, acheter j'ai plus pas cher. trouvé. ça sert à rien de t'acheter des vélos qui sont légers. Si t'as pas de jambes, t'as pas de jambes. Mais non, pour le coup, la distance que tu vas faire en course, c'est le facteur le plus important. Après, le budget. Après, ce qu'il faut surtout pas se tromper, c'est forcément la taille du cadre. Donc ça. Oui, ça c'était un premier truc quand j'ai acheté mon premier vélo pour faire du tri d'occasion. Ouais. C'était la taille du cadre. Il y a des lettres ou des chiffres. Souvent, les gens te demandent ta taille, ça. mais le problème, c'est que la taille, souvent, c'est pas un faux ami, mais après, je vais prendre mon cas particulier à moi. Je fais 1m83. Par contre, j'ai 89 d'entrejambes, donc j'ai des très grandes jambes pour ma taille et j'ai des très grands bras. Ce qui fait que si on prend juste ma taille à 1m83, je suis censé rouler sur un 56 ou un L, par exemple. Mais par contre, si je veux être bien posé sur un vélo, il faut que je prenne un 58. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui se focalisent uniquement sur leur taille, leur hauteur en centimètres. Sauf que c'est quand même. Ce qui est important, c'est l'entrejambe. La hauteur d'entrejambe, c'est important. Après, faut pousser un petit peu le truc. C'est pour ça que tu as de plus en plus d'études posturales maintenant. Et l'idéal, c'est carrément de te faire un peu prendre tes cotes en amont de l'achat du vélo. Après, quand on achète un vélo d'occasion, on peut pas le faire, mais ce qu'il faut, la taille du vélo, c'est ultra important. Et c'est pour ça que la pratique est super importante. Quelqu'un qui fait du sprint ou de l'olympique aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui fait de l'iF ou de l'iron. Il va prendre un vélo plus petit, un peu plus nerveux. Il va vouloir mettre des prolongateurs sûrement dessus pour se mettre un petit peu en position aéro dessus. Donc si tu prends un vélo de route qui est trop grand pour toi, à un moment donné, le vélo, on va pas pouvoir le raboter pour mettre des prolongateurs. À l'inverse, un vélo qui est beaucoup trop petit pour toi, la position sera pas du tout confortable. On pourra faire un peu de bricole dessus pour le rendre confort, mais il y a un moment où on va arriver à une limite, quoi. Donc Tu vas te casser le dos. ouais, c'est ça. C'est soit tu vas être posé et ça va ressembler à rien, tu vas être beaucoup trop allongé, soit tu vas être beaucoup trop court et tu vas te faire mal au dos. Donc, Du coup, pour expliquer un peu à nos auditeurs, il y a des différentes tailles de cadres qui peut s'exprimer soit en chiffres, soit en lettres. Ouais. Et donc on a quoi comme... En gros, en chiffres, tu vas faire 48, 51, 54, 56, 58, 60. Et après en lettres, tu vas aller du XXS pour les femmes ou vraiment les gens très très petits jusqu'au XXL. Donc en 62 en chiffres par exemple. Et après ça se complique parce que tu as aussi des marques comme BMC par exemple qui fait ça, qui fait pas du coup qui fait pas du pair, qui fait du impair, donc qui fait du 53, 55, 57. Donc du coup quand tu hésites entre deux cadres, quand tu en as un 55 et un 56, après il faut savoir que souvent le chiffre correspond à la longueur du tube qui est parallèle au sol, du top tube comme on dit dans le vélo. Donc ce chiffre correspond à ça. Donc cette longueur-là est super importante, c'est en fonction de la pratique que tu vas avoir en triathlon, parce que si tu prends un cadre trop long, tu vas être obligé de mettre une potence toute petite et du coup tu vas avoir un vélo très très nerveux et très instable. Et au contraire, si tu prends un vélo trop petit, tu vas mettre une potence, on dit un bras de bébé dans le jargon, tu vas avoir un espèce d'avant-bras à la place de ta potence et ton vélo il va être super dur à manier et ça va vraiment pas être conforme. Donc la non plus, potence, c'est ce qui va lier le... C'est ce qui lie le pivot de fourche avec le cintre, ouais, avec exactement. le cintre, voilà. Ouais. Ce qui peut être ajusté en fonction de... Ça, une fois que tu te trompes, une fois que tu as la bonne taille de cadre, tout ce qui va être sortie de selle, recul de selle, potence, largeur de sein, tout ça, c'est de l'ajustement de position. Ouais, quoi. ça se rachète, ça coûte pas forcément très très cher. Mais c'est sûr que le cadre, si tu te trompes à la base, c'est compliqué, quoi. On a beaucoup de gens, on fait des études posturales, on a beaucoup de clients qui se trompent. Souvent, ils prennent trop petit. Et à un moment donné, on n'est pas des magiciens, on va pas recoller un morceau de carbone sur le pivot pour le ragrandir, on va pas couper le cadre pour l'agrandir. Donc c'est clair que le choix de la taille du cadre du vélo est super important. Et quel est le risque si on se trompe, si on prend un vélo trop grand, trop petit ? T'as pas vraiment de risque. Après, si c'est à une taille près, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave, on peut bricoler. Mais typiquement, je fais 1m83, si je prends un vélo, j'y connais rien, je prends un vélo, je me dis, les sprinters, ils prennent des tout petits vélos sur le Tour de France. Je vais prendre un vélo en taille 51, super. Là, je vais arriver à la limite de l'insertion de la tige de selle très vite, ce qui fait que le cadre, c'est impossible de rouler comme ça, parce que sinon, tu vas le casser. Et après, pareil, je vais devoir mettre une potence à rallonge, et surtout, je vais avoir la tête entre les jambes. Je vais être complètement couché en avant. Une question de confort aussi. Roulable, exactement, ouais, la taille du cadre, c'est... Problème... Carrément. de puissance de développer... Exactement, ouais, c'est sûr. La puissance nécessaire. Le mauvais choix de la taille, ça engendre plein de choses derrière.
Et du coup, sur l'importance de la sélection du cadre, donc ça se fait notamment par la taille, aussi par les matériaux utilisés. Il y a 2 grandes familles, si je dis pas de bêtises, T'as alu l'aluminium et carbone. ouais. Est-ce que au-delà du poids, c'est le premier truc que je vois en termes de différence entre les deux, il y a Ouais. d'autres aspects majeurs Alors, Il y a le prix aussi. oui, ouais, tu- on n'en parlera pas parce mais, que mais après, tu vois, c'est pas important le prix, les gars. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plusieurs personnes peuvent avoir des avis différents. C'est que t'as aluminium et aluminium et t'as carbone et carbone. C'est là où ça se complique. C'est que c'est sûr qu'un vélo en alu très 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 entrée de gamme sera pas la même chose qu'un vélo en alu fabriqué par un artisan avec des super tubes et tout. C'est complètement différent. Mais si on se cantonne Simplifie juste un un peu peu, au magasin, la différence c'est que l'alu ça sera plus lourd. L'alu ça sera un petit peu moins confort aussi pour le coup. T'auras plus avec l'alu, t'as moins la possibilité d'avoir des formes aérodynamiques sur un cadre. Après c'est sûr que dès que tu arrives sur des vélos avec des budgets un peu plus conséquents, ou si tu veux un vélo vraiment typé triathlon avec des formes un peu plus aéro, le carbone ça devient inévitable. C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus nerveux. l'aluminium, tu peux pas l'avoir dans une forme aéro. Tu peux le travailler sur des formes aéro, mais franchement c'est très C'est rare. Ouais, c'est assez rare. Honnêtement, après de ce que je vois en magasin, dès que c'est aéro, c'est du carbone. Franchement, t'as des artisans qui le travaillent, t'as même des artisans qui travaillent le titane en forme aéro. Mais franchement, c'est pas anecdotique non plus, mais c'est très 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 peu courant. Par contre, le carbone, oui, c'est la matière. C'est facile à fabriquer entre guillemets, c'est facile à reproduire à grande échelle. Les coûts ne font que baisser et surtout c'est ultra performant. Enfin, Et en termes de rigidité, c'est aussi une chose qui fait la différence. le cadre en carbone va être très rigide. Après, c'est toujours pareil. Il y a une autre question, je sais pas si tu vas l'aborder, mais la question des roues, qui est mais, C'était dans notre liste juste après, mais qui vas-y. est ultra important. En fait, c'est souvent les gens allait ne venir. voient que le cadre en fait. Et alors en triathlon, ça va être important. C'est beaucoup plus important, je trouve, en cyclisme. Mais en fait, les gens se cantonnent à un cadre. Ils se disent, je vais m'acheter un cadre aéro. Je vais m'acheter je vais citer, je sais pas sur le droit de citer des marques, mais je vais m'acheter un Cervélo P5 et dessus, il va mettre une paire d'Axiom à 200 €. Enfin, tu te dis à un moment donné, ok, c'est bien d'avoir un vélo aéro, c'est bien d'avoir un vélo en carbone, mais les roues, c'est le moteur en fait. Si t'as des roues en alu sur un P5, je dis pas que le P5 va pas avoir d'intérêt, il sera quand même aéro, rigide et tout. Mais les roues, c'est le nerf de la guerre en fait. Les gens ne voient pas ça. Les roues, c'est ce qu'il y a de plus important. Quelqu'un qui a 3000 € de budget, en gros, ou 2500 € de budget, vaut mieux que s'achète un bon cadre en alu et une super paire de roues carbone plutôt que de s'acheter un super cadre en carbone et une paire de roues en alu toute naze. Moi, je trouve que je vois le bénéfice des roues entre le travail sur home trainer Ouais, et en sortie quoi, classique en fait. Sur home trainer, T'as pas tes roues. t'as pas tes roues. c'est ça. Par Exact. définition, Il t'as y a le pas de fluide. inertie, ouais, il y a pas. Ouais, t'as le fluide du home trainer qui rajoute un peu de difficulté. Enfin, en tout cas pour mon home trainer. Ouais, ça t'ajoute de la résistance. Et en fait, c'est vrai que tu vois la différence quand t'es sur la route, la puissance que tu vas développer, Elle est restituée. ouais. Et avec. C'est l'avantage du carbone, c'est que le carbone ça plie mais ça restitue l'énergie en fait. Et là où c'est le plus flagrant et les gens souvent nous prennent pour des vendeurs de tapis, nous disent ah non mais vous dites ça à tous les clients, c'est que vraiment acheter un vélo en carbone avec des roues en alu et après s'acheter une paire de roues en carbone pour le mettre dessus, c'est comme sur acheter un vélo. C'est incroyable. Les gens nous croient jamais, ils nous disent ah, non mais vous dites ça, vous avez votre discours de vendeur, mais c'est le jour et la nuit quoi. Franchement les roues carbone c'est le Graal quoi. Franchement après il y a roue carbone et roue carbone, mais là après on va rentrer. T'es en train de chauffer Mélène là. C'est il a- vrai. Je suis pile poil en train Il d'hésiter. est prêt à hésiter, mais Il a sorti la CV. Mais en fait, c'est on a eu vraiment- la même discussion il y a 4-5 ans, justement. Je t'avais Ok. montré mon vélo pour une révision. Ouais, Et tu m'avais dit, bon, il est bien, c'est un Felt, un F5. ok. Mais les roues, c'est ce qu'il y a de moins bien dessus. Ouais, les roues, c'est des Change roues les roues, première ça va montre, te changer ça la vaut rien, vie. Ouais. Et depuis, Tu lorgnes sur des roues carbone, mais Ouais, là, c'est- j'attendais les c'est soldes, mais- Souvent, en plus, les gens, tu les as en magasin, ils te disent, je leur dis, mais vous êtes bien sur le vélo, vous êtes bien posé, vous n'avez pas mal au dos, pas de douleur particulière. Ils font, non, je suis super bien dessus, mais j'ai envie de. Genre, ils ont déjà des cadres carbone, ils me disent, ah non, mais j'ai envie de me prendre un vélo aérocarbone. Je leur dis, ouais, d'accord, ok, mais bon, avec votre budget, vous allez vous acheter un vélo aérocarbone, mais vous allez encore avoir des roues en alu. Donc ça sert à rien. Gardez votre vélo en carbone, garde ton F5 en carbone, mais par contre, fais-toi plaisir, prends-toi une paire de roues en carbone en 40 ou en 45 pour avoir un truc un peu polyvalent et tu vas voir que c'est comme te racheter un vélo neuf. Et t'auras pas le côté refaire ta position, t'habituer au vélo, pas être confort dessus. Les gens ils veulent le cadre en fait, ils voient que le cadre. Et le cadre c'est, j'allais dire le sommet de l'iceberg, mais s'il y a un ordre à mettre dans le vélo, c'est vraiment les roues, la position et la bonne taille forcément sur le vélo. Et après c'est les roues quoi. Les roues c'est C'est ce le qui te plus relie important. au sol, hein, Mais finalement. ouais, vrai et que- c'est la première chose que tu vas mettre en contrainte quand tu vas relancer en fait, quand tu vas accélérer et rentrer dans le vélo, les roues c'est la première chose que tu tords. Donc, Et sur justement, bien choisir ces roues carbone. Je suppose qu'il y a des marques qui travaillent différemment le carbone, un petit peu ce que tu disais. t'as plein Mais de gammes, c'est ouais. quoi les grands critères à regarder? C'est Le profil. Le profil c'est ce qu'il y a de plus important. Quelqu'un qui la fait hauteur de. ouais, la hauteur de la jante en fait. Quelqu'un qui habite à la montagne et qui
qui monte l'Alpe d'Huez tous les jours ou qui habite à Annecy et qui fait que de la montagne, c'est sûr qu'il va pas se prendre une roue lenticulaire derrière et une roue qui fait 80 devant. Ça fait joli, mais c'est pas utile. Quoi. C'est très joli, mais ça sert à rien. Par contre, quelqu'un qui habite en région parisienne, il pourra se faire plaisir, prendre un peu plus de profil. Mais typiquement, il y a plusieurs grandes familles, mais en termes de hauteur de jante, on va dire, quand tu restes en dessous de 45, donc 35, 40, 45, ça reste de la roue relativement polyvalente, on peut tout faire avec. On peut aller à la montagne, on peut rouler en région parisienne, ça passe. Moins d'inertie parce qu'il y a moins d'hauteur de jante. Quelqu'un qui fait que du plat, qui va faire l'Ironman de Francfort, qui va faire l'Ironman de Vichy, sa passion c'est l'autoroute. Lui, il peut y aller, il peut mettre du profil, il va avoir de l'inertie, ça va envoyer quand il va commencer à rouler. Par contre, c'est un gars qui pèse 60 kilos et sa passion c'est de faire embrun, c'est de grimper des cols. En dessous de 35, direct, il se prend des jantes très très fines en carbone. Et là, il va se régaler, ça va être léger, nerveux. D'accord, donc la largeur de la jante, la hauteur de la jante, la hauteur du profil, va jouer sur l'inertie. Ça modifie radicalement le comportement du vélo aussi. Ouais, tu vas avoir une roue très légère, très dynamique. Alors le vent aussi, c'est un facteur. J'ai un aéro. Tu regardes à Hawaï, c'est pour ça qu'à Hawaï ils interdisent la roue lenticulaire. C'est parce que en cas de vent, le vélo, alors déjà qu'ils ont tous des ailes d'avion. Stabilité quoi. Ah bah ouais, non mais sur les prolongateurs en plus. T'as le coude qui frotte le sol. Ouais, non mais c'est une des raisons, je pense, pour laquelle ils interdisent, c'est que s'il y a des conditions venteuses à Hawaï, c'est fini quoi. Ils ont tous des vélos aéros avec des roues lenticulaires, non mais c'est la fin du monde. Les mecs s'envolent quoi. Ah bah bien sûr, ils sont tellement affûtés que c'est pas possible. Et après peut-être plus sur quelque chose d'un petit peu plus expert, mais c'est quoi les autres critères à voir? C'est la tension des rayons, ces genres de choses? Ouais, la tension ça peut jouer sur le comportement encore une fois, ça s'ajuste en fonction du poids, ça peut s'ajuster en fonction du poids. Après c'est souvent livré avec une tension un peu, c'est livré bien tendu, mais ouais voilà. Après l'idéal quand on roule avec des roues en carbone ou même des roues en alu, c'est de les faire retendre un peu de temps en temps. Ça pareil, les gens le négligent un peu, mais la tension des rayons est super importante. Après il y a plusieurs types de roues. Il y a de la roue carbone entre guillemets un peu entrée de gamme. Tu vas chez Mavic, t'es à 1 300 €. Nous après on fait quasiment toutes les marques au magasin. Ouais, ça reste de l'entrée de gamme. Mais encore une fois, il vaut mieux mettre 1 300 € dans une paire de roues que de se dire je vais m'acheter le dernier S-Works, le dernier Venge, là je vais mettre 5000 balles dedans et mettre des roues à 200 € dessus. C'est aucun intérêt. Pour faire un peu de vélo à Longchamp, région parisienne, il y a quand même un nombre de mecs qui ont des vélos, qui ont des machines de guerre. Ils sont en groupe électrique, ils sont en cadre aéro, ils ont tout ce que tu veux. Mais alors ils ont des roues, mais c'est comme avoir la carrosserie, d'avoir tout de chez Ferrari et d'avoir un moteur de Smart. C'est pareil. Pour synthétiser, c'est un peu ça. C'est vraiment dommage. Les roues, c'est... Mais c'est la classe quand tu fais des tours à Longchamp. Ah ouais, bien sûr, c'est clair. C'est magnifique. Alors faut vraiment qu'on te prenne en photo que toi, quoi. Faut pas qu'on prenne le vélo, faut qu'il y ait que ta tête. Et pour rester un petit peu sur la partie, justement sur les roues, il y a aussi deux grandes familles... boyaux ou pneus. Est-ce que le boyau, il y a des gens s'il y a des gens un peu âgés ou un peu spécifiques cyclistes, ils vont vouloir me tuer, mais le boyau c'est terminé. Franchement. Ah ouais, mais le boyau. Parce que justement, je lisais pas mal d'articles et il y a des gens qui disent que ça revient un petit peu, qui passent un petit peu sur la partie boyau, au-delà de la partie contrainte. Le boyau, ça peut être pratique en tri, parce que quand tu crèves, du coup, t'as souvent sous ta selle un boyau que t'as déjà utilisé, qui est déjà encollé, et du coup, ça prend vraiment. Si t'as l'habitude et que t'as l'habitude de démonter tes roues et tout, ça te prend vraiment 2 minutes à changer un boyau. T'arraches l'ancien, tu le replies, tu le mets sous ta selle, tu mets l'autre, il est déjà collé, tu percutes ta cartouche, ça se regonfle, tu repars. Après, franchement, le boyau, ça peut être pratique en course, mais à usage intensif, à l'entraînement et tout, franchement, c'est un peu assez contraignant, c'est un peu chiant. Ça peut vite coûter cher, c'est des très bons boyaux. Ça peut vite coûter 100 € à faire réparer, c'est une galère aussi. Il faut trouver un gars qui est capable de te le découdre, de changer la chambre à air dedans. Donc, est-ce que tu peux expliquer la différence entre boyau et pneus? Il y a en fait, un boyau tubeless aussi, on entend beaucoup. Ouais, alors tubeless, du coup le tubeless est en train de remplacer le boyau en fait. Enfin après moi sur tous mes vélos je roule en tubeless, que ce soit mon vélo taf, mon VTT, mon vélo de route, tous les vélos sont tubeless. Après le boyau en fait c'est les puristes aiment ça parce qu'en fait tu t'as qu'une seule pièce en fait. T'as pas de pièce rapportée, comment dire, c'est vraiment un tube. Donc t'as la sensation d'être un peu sur un nuage. Mais... C'est un peu comme si tu roulais sur une chambre à air un petit peu plus résistante, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, j'ai pas souvent roulé en boyau, franchement. Vraiment pas souvent, peut-être tout au début. Mais j'ai tout le temps roulé en pneu. Mais après, le truc, c'est que le pneu a fait tellement de progrès et c'est tellement rapproché du boyau que le boyau a vite été un peu, pas obsolète non plus, mais un peu démodé. Parce qu'encore une fois, quand fallait les coller, il fallait mettre une couche de colle, attendre que ça sèche, une couche de colle sur ta jante, attendre que ça sèche, remettre une couche de colle, le coller, attendre que ça sèche. Non, mais il y a un moment donné. Pour la journée, ouais, c'est ça. En course, ça peut justifier encore une fois parce que ça va vite à changer. Mais à l'entraînement, c'est l'enfer. Enfin, quand tu crèves en boyau, tu mets un liquide à l'intérieur comme du tubeless pour que ça rebouche. Tu peux mettre du préventif. Mais ça peut vite te coûter cher. Le tubeless, c'est. Le tubeless, en fait, c'est un peu le mariage des deux. Ouais. C'est un peu le croisement. Le tubeless, ça existe depuis des années en VTT. Le tubeless, en fait, t'as une jante qui est étanche.
Donc en fait, tu as soit un fond de jante qui est étanche, soit ta jante est déjà étanche à la base. Et en gros, tu viens mettre un pneu où il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur. Donc tu viens gonfler. Il faut gonfler avec un compresseur, avoir une pompe avec une grosse réserve d'air pour que ça vienne vraiment faire claquer tes tringles. Et en fait, ton pneu, même sans liquide, les tringles vont venir se coincer déjà sur le pneu, dans les gorges en fait, et ton pneu va déjà être étanche, va pas laisser passer l'air. Et en fait, à ça, tu viens mettre un liquide à l'intérieur, donc un liquide tubeless. Et en fait, ce liquide-là va tourner en fait à l'intérieur quand tu vas rouler, il va tourner dans le pneu, dans la jante. Et en gros, ce liquide-là, quand tu vas percer et avoir une petite crevaison, parce que quand tu crèves en vélo, 90% du temps, c'est un petit caillou, c'est un bout de verre, c'est une agrafe. Un bout de verre à Paris surtout. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est rare que tu roules sur un tesson de bouteille qui t'ouvre le pneu en deux. Mais après, j'ai envie de te dire, si ça t'arrive en boyau, en pneu, en tubeless, C'est pareil. c'est le même tarif. Alors quand tu blesses, quand t'es avec ton préventif à l'intérieur, la plupart du temps ça va reboucher, tu t'arrêtes même pas en fait. T'entends le psss qui sort, tu continues de rouler, le liquide il va tourner et au contact de l'air il va durcir, il va boucher. Et franchement après, le tubeless, moi honnêtement je vois que les avantages. Alors après le tubeless c'est assez récent. C'est ça qu'il faut sur Iron. Mais bien sûr, ouais, mais carrément. Tu crèves et t'entends le bruit et tu t'arrêtes pas quoi. Et si vraiment en plus en tubeless, tu perds beaucoup en pression mais t'entends plus l'échappement d'air, tu t'arrêtes, tu mets un coup de pompe, tu remets de l'air dedans et tu repars. Par contre, si vraiment ton pneu il s'ouvre en deux, bah c'est comme si t'étais en pneu en fait, c'est la même chose. Donc et le tubeless du coup, ton pneu tubeless s'éclate en deux et il s'ouvre. Tu vides le liquide, tu mets ta chambre à air et ton pneu tubeless c'est un pneu à la base. Donc tu peux repartir avec une chambre à air. Donc moi vraiment le tubeless que des avantages. Bon, c'est bon, on va acheter du coup. Ouais, c'est bien vendu. Plaisir, hein. Ah ouais. Convaincu. Je suis déjà convaincu. Je voulais juste revenir sur le cadre. Enfin, t'évoquais le cadre, les roues. T'évoquais le fait que selon la typologie, enfin si t'habites dans une région montagneuse, tu vas avoir des vélos différents parce que tu vas grimper des roues différentes. Ça, c'est dû à la rigidité du cadre. Moi, j'ai entendu dire que un vélo de contre-la-montre full carbone avec des roues carbone en montagne, ça va être compliqué parce que ouais, après en fait le cadre va être trop rigide. Plus tu vas vouloir faire de la grimpette et aller faire des cols, plus tu vas prendre un vélo, tu vas chercher à diminuer le poids du vélo, avoir quelque chose de très léger. Pareil pour que ce soit pas trop rigide à la relance, pour pas que ça soit trop lourd à emmener. Mais après c'est là où il y a un contre-exemple, c'est que tu regardes, bon après on parle d'un niveau stratosphérique, hein, mais tu regardes Embrun par exemple, qui est une course avec un dénivelé pas possible, ça se gagne en vélo de chrono ça se gagne en vélo aéro et en vélo de chrono, enfin en vélo de contre-la-montre, hein. Clairement ça se gagne comme ça. L'Alpe d'Huez, je l'ai fait et je l'ai vu. Enfin, Van der Leer, il gagne avec un P5, hein. Enfin, il gagne pas avec un vélo de montagne à 6 kg, hein. Donc à un moment donné, et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est que c'est les jambes. Enfin, c'est sûr que si tu habites à la montagne et que tu fais que grimper des cols, il n'y a aucun intérêt à avoir un P5 et une roue lenticulaire, enfin, ou alors vraiment il faut aimer se faire du mal. Mais quelqu'un qui habite comme nous tous, je pense, en région parisienne, qui fait que de la vallée de Chevreuse, que du Vexin, et qui va faire Nice une fois par an, qui va aller à Embrun, franchement ça passe quoi. Tu t'entraînes, tu fais un peu de spécifique et ça passera. Il y a pas d'intérêt, enfin, ou alors faut avoir les moyens, mais faut avoir un vélo pour chaque type de situation. Pour chaque type de Donc avec une voiture derrière qui suit. Ouais, exactement. Ça grimpe. Mais là, c'est là où plutôt que d'avoir plusieurs vélos, t'as une base entre guillemets, t'as un vélo de contre-la-montre relativement polyvalent. Il y avait le Slice avant chez Cannondale qui existait, qui était vraiment bien, où tu pouvais tout faire avec. Et par exemple, t'as ton cadre, ton kit cadre Slice qui est équipé comme tu veux. Et par contre, t'as plusieurs paires de roues. T'as une paire de roues avec un gros profil pour faire du plat, et t'as une paire de roues carbone avec un tout petit profil pour faire de la montagne. Et comme ça, j'allais dire, en fonction des roues, bah tu joues sur le profil de ton parcours. Et tu peux justement nous détailler un peu les types de vélos, parce que moi je sais quand j'ai acheté mon premier, je regardais un peu sur Le Bon Coin ou des sites dans le style, et je voyais des CLM, aéro, route, maintenant il y a gravel, enfin on se perd un peu entre tous les types de vélos. Bah en fait, si tu restes vraiment purement sur la route, sur un cadre de route, on va dire avec vraiment un vélo de course avec un cintre de route, t'as 3 grandes familles de vélos de route. T'as le vélo de route aéro, que tu vas voir sur toutes les étapes de Coupe du Monde, la WTS, ils ont tous des vélos de route aéro, des vélos bien rigides, qui sont quand même très typés plats et courte distance et très très raides. Après, tu as du vélo de course où tu peux tout faire. Vélo de course polyvalent, comme ton F5 en fait. Ton F5, c'est un vélo de course polyvalent. Tu peux tout faire avec. Et ça se différencie sur le cadre. C'est les cadres un peu moins inclinés, ça peut jouer sur les angles, mais ça joue surtout sur l'épaisseur des tubes en fait. Dès que tu vois un vélo très épais avec des tubes très travaillés, ça c'est aéro. Ouais. Ça se voit assez vite en général. Et après, tu as une troisième catégorie, en plus du aéro, du vélo de course très polyvalent. Tu as le vélo de course, comme on dit, grand fond d'eau, ou vélo de course confort. Pour cacher un peu le terme vélo de papy, on va pas se mentir. Ouais, cyclo-touriste, on va dire. Voilà. C'est des vélos où la géométrie est quand même très confort, c'est direction un petit peu plus haute, donc t'es moins couché en avant. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut se faire plaisir et qui veut pas se retrouver avec la tête entre les genoux.
Mais t'as ça. Après, même dans les vélos de contre-la-montre, t'as plusieurs types. Parce que t'as du contre-la-montre et du vélo de triathlon. Souvent, les gens vous disent non, mais moi j'ai un vélo de chrono pour faire du contre-la-montre. Ouais, sauf qu'un vélo de contre-la-montre, à la base, les vélos de contre-la-montre, c'est des vélos pour les coursiers, donc pour les cyclistes. C'est des vélos pour faire 30, 40, 50 bornes à bloc. Et eux, ils n'ont pas besoin d'emmener une chambre à air, 3 litres d'eau, 50 Barcliff, des gelgus, de quoi réparer. Le vélo de triathlon, justement, il se différencie du vélo de contre-la-montre parce qu'il est pensé pour emmener du matériel et pour vraiment que t'emmènes à boire, à manger et de quoi réparer. Mais ils sont relativement proches quand même. Oui, à niveau géométrie et tout, franchement, c'est super proche. Après, le vélo de tri est aussi pensé de manière à ce que les prolongateurs, que tout le poste de pilotage soit facile à changer et à modifier. Ouais. Parce que t'as beaucoup de gars, moi à l'époque où j'étais au Triathlon Store, qui venaient et qui rachetaient des vélos d'équipe, par exemple les vélos de la FDJ, les Lapierre, les Aerostorm. Mais alors ça, on en a ramené un ou deux, mais faut être ingénieur pour changer la position du cintre et le démonter, c'est incroyable. C'est des vélos faits pour des mécaniciens sur le tour et encore une fois pour des gars qui roulent à bloc. Enfin, les gars, ils sont pas là pour chercher le confort sur le Tour de France. Ils veulent que ce soit efficace. Alors que toi, sur un Ironman, tu veux quand même un tout petit peu de confort. Donc, petit chouïa. Ouais, ça peut être important quand même. Ouais, c'est un peu plus clair effectivement sur les types de vélos parce que pour ceux qui débutent ou même les demi-experts, c'est toujours un peu compliqué. Et en termes de frein, on entend on entend beaucoup. Est-ce qu'il faut parce que là, quand on se retourne, on voit quand même beaucoup de disques. Il y a quand même beaucoup de disques. Il y a beaucoup de vélos. Il y a tout type de vélo pour le coup, mais. Il y a tout. Non, mais donc patin, frein, disque. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Franchement, j'allais dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais quand même, en fait, le gros avantage du disque, on va faire avantage des avantages. L'avantage principal du disque, c'est le freinage, en fait. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige. Ce qui est quand même pas mal pour des freins. C'est ce qu'on leur demande généralement. Le freinage est constant, en fait. Franchement, quand tu te retrouves sous la pluie, dans une descente avec des roues en carbone et que tu mets un coup de frein et qu'il se passe rien, parce que les roues carbone sous la pluie, franchement, c'est souvent le reproche. Ouais. Franchement, là, tu roules dans Paris, il pleut, t'es derrière un bus qui est à 5 mètres devant toi, il met un coup de frein, fais ta prière, parce que tu vas finir dedans. Je grossis le trait, mais vraiment, c'est un peu ça. Quoi. Et pleure pour changer ta roue avant. Ah ouais, exactement. Faut freiner avec le pied sur le pneu à l'ancienne. Ah ouais, faut déclipser, freiner comme un coursier derrière. Mais le disque, le gros avantage du disque, c'est ça, c'est la constance de freinage en fait. Ça freine tout le temps. Peu importe, alors tant que c'est bien réglé quand même, mais c'est la constance de freinage. T'abîmes pas ta jante non plus parce que tu freines pas dessus. Donc forcément, mine de rien, quand t'as une paire de roues qui vaut un certain prix, quand tu freines avec des patins sur une jante, elle va pas s'abîmer en 2 ans, c'est pas non plus jetable, mais ta roue, il faut quand même se dire qu'elle a une durée de vie, que ce soit du carbone ou de l'alu. Quand tu freines sur la jante, elle va arriver à un moment donné, faudra l'acheter parce qu'elle est creusée. Donc c'est pour ça qu'on dit de changer des fois la roue. À l'entraînement, tu roules avec des roues alu moins chères pour pas trop les. Après, pour le coup, tu les abîmes moins. Aussi, ça peut jouer là-dessus. Mais c'est clair que le disque, c'est un énorme avantage. Alors c'est sûr que ça fait un peu grincer les dents parce que faut racheter un vélo. Parce que ça peut pas, quand toi t'as 4 paires de roues carbone pour ton vélo à patins. C'est pas du tout adaptable. Pas du tout. Alors, tu peux, mais pareil, faut dérayonner la roue, changer le moyeu. Franchement, c'est compliqué. Ouais, si t'as plusieurs paires de roues, franchement, ça peut coûter très cher. Mais après, le désavantage du disque, c'est le poids. Ça rajoute une centaine de grammes. Ça dépend des groupes. Pour prendre très large, on va dire entre 300, 400, peut-être 500 grammes sur certains vélos. Mais les avantages, franchement, une fois que t'as roulé en disque, tu repasses plus à des patins. Ou alors tu te fais peur quand tu repasses à du patin. Moi, il faut réadapter les distances, quoi. Ah ouais, et t'as pas l'habitude, vraiment, ça surprend. Sur des roues en alu bien réglées, franchement, ça, sur du sec, si t'as un très bon vélo, avec un très bon groupe, des très bons freins bien réglés, une bonne paire de roues en alu avec des bandes de freinage bien propres, sur sec, je dis pas que ça se vaut pas, disque et patin. Mais alors par contre, roue carbone, sous la pluie, descente de col, bonne chance. C'est pour ça que les gars, que je descends doucement, moi. Justement, tu parlais de groupe. Est-ce que tu peux définir un petit peu pour les plus novices le groupe, en gros, c'est avec la transmission. Alors, si on va prendre large, on va dire qu'il y a 3 énormes marques de groupes. Il y a Shimano, SRAM et Campagnolo. Après, il y a d'autres groupes, il y a Rotor, il y a plein d'autres marques qui font des groupes, mais bon, c'est quand même moins. On croise partout. Les 3 plus gros, les 3 mastodons, c'est ça. Après, en fait, un groupe, ça va être si on prend de manière très large, ça va être ton pédalier, c'est toute ta transmission, donc pédalier, dérailleur, chaîne, cassette, du coup pédalier, donc forcément plateau. Ça va être tes manettes, ça va être tes étriers de frein ou tes étriers soit étriers de frein patin, soit étriers de frein disque. Donc c'est tout ce qui compose, tout ce qui fait le changement de vitesse et le fait que le vélo avance, c'est ça le groupe en fait. Et à l'intérieur de chaque marque, il y a des gammes. Donc on va prendre Shimano qui est le plus connu. Shimano, je pense qu'il doit y avoir forcément pas loin d'une dizaine de groupes différents, mais si on reste dans le costaud et le solide, on va dire tu as 3 gammes. Tu as le 105 qui est l'entrée de gamme, haut de gamme chez Shimano, l'Ultegra qui est le groupe que tu croises le plus,
qui est le groupe du coursier pour celui qui roule vraiment sérieusement et qui fait de la compète. Et après, tu as le Dura-Ace. Le Dura-Ace, c'est le mieux. C'est sûr que franchement, les réglages bougent pas. C'est ce qu'il y a de plus léger, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mais ça coûte une fortune, quoi. Une cassette, c'est 250 € quand même. Hein. Donc, ce que vous avez, vous. C'est ça. c'est ça, le Dura-Ace. Mais pas sûr que t'es chaîne et cassette, que quand tu passes à l'atelier, tu mets le chaîne cassette Dura-Ace. C'est les cassettes Dura-Ace. Ouais. Cassette Dura-Ace, Ouais. ça s'abîme. Vu que les derniers pignons sont en titane, ça s'abîme vite. Hein. Et une cassette. Pour ce que je roule, ça va aller. Ouais, ça va. Une cassette Dura-Ace, souvent les gens ils achètent un vélo en Dura-Ace, ils se font plaisir, ils arrivent à l'atelier, on dit bah par contre la cassette c'est 250 €. Oui. Ok, Bon, c'est ce que j'ai vu pour le home trainer, Ouais. et puis j'ai dit, ouais, moi je vais prendre une cassette. grave, ouais. Ouais, ce sera bien. Ça va être mal, là, il y a bien un truc. Les manettes, Ouais, les manettes, Decathlon, les acheter une manettes, cassette. le pédalier et du railleur, ça se justifie sur un Dura-Ace parce que franchement il y a une vraie différence. Mais par contre, si tu veux être malin, tu mets chaîne, cassette, Ultegra et tout le reste en Dura-Ace. Moi, je l'ai récupéré comme ça, hein, j'ai pas touché. Ouais, bon, ça va. Et après, du coup, pareil, t'as 3 gammes chez SRAM, t'as du Rival, du Force, du Raid, et chez Campa, c'est pareil, il y a ça. Et après, par contre, t'as le côté électrique mécanique. Où là, Oui. pareil, ça joue. Et J'ai découvert ça aussi. Ah, c'est vrai. Mais en fait, moi, c'est ce que je dis aux gens à chaque fois. Ils me disent, ouais, mais ça change quoi l'électrique? Je leur dis, en fait, l'électrique n'apporte rien en termes de performance. C'est du confort, en fait. C'est comme avoir des sièges en cuir dans une voiture. En fait. Ouais, mais c'est du. Ouais, alors. En moi, triathlon, ça a un pour intérêt. l'utiliser, ouais, c'est vrai que c'est du confort, et les rapports changent extrêmement vite. Mais pareil, Et- t'as un Dura-Ace à câble bien réglé. Et oui, ils changent. C'est du ouais. bonheur. Hein. Franchement, Bon, c'est. en tout cas, par rapport à ce que j'avais du coup Ouais. avant, c'est sûr que. T'étais en quoi avant, du coup? C'était 105, ouais, chez mon 105. Et Pareil, un 105 et pas ultra électrique. bien réglé, c'est. Alors c'est sûr que c'est moins précis, net et les réglages bougent peut-être moins. Mais c'est pareil, parce que nous, c'est pareil, on a des clients qui viennent, ils ont des groupes Dura-Ace dans un état, mais ils disent, ouais, ça passe pas, je comprends pas. Ouais, mais le groupe, il est hors d'âge, la chaîne, elle a 15 000 km, elle est détendue, c'est normal. Vaut mieux avoir un 105, comme on parlait de cadre carbone et alu, vaut mieux avoir un 105 propre, réglé Bien à la réglé. perfection, qu'un Dura-Ace dégueulasse avec une chaîne qui a 15 000 bornes. Hein. C'est Le exactement problème pareil. de l'électrique, c'est quand tu passes les rapports, il y a un petit bruit. Et du coup, quand t'attaques, tu te fais repérer. Ah, on oui. a vu ça ce week-end avec C'est Thibaut. vrai. Ouais, sur le mécanique aussi, ça sent. Ouais, tu vois, mais pour le coup, Mais- je trouve que l'électrique a un réel apport en triathlon par contre. Sur un vélo de chrono avec vraiment un vélo de triathlon longue distance, là c'est un réel intérêt parce que tu peux mettre tu peux avoir quatre changements de vitesse. Tu vas en avoir sur le bout des prolongateurs quand tu vas être en position aéro, et par contre tu vas en avoir sur les rappels de frein. C'est là où l'électrique est super intéressant en tri, c'est que tu as ça. C'est que tu as la possibilité de pouvoir changer de vitesse. Alors que quand tu es en mécanique, en triathlon, bah, tu as juste tes shifters qui sont au bout de tes prolongateurs. Et quand tu es à la montagne, bah, tu dois les chercher devant. Quand tu es en descente Ouais. et que tu as les mains sur les freins, bah, tu dois les chercher Ouais, devant. là, c'est compliqué. Ouais. Là, il y a un réel intérêt. En Ça triathlon, rajoute il y a un une- ça vrai rajoute plus. une option pour Ouais. changer de. Ouais, exactement. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que ça change vite. Et, Mais c'est comme le disque, et en fait. C'est agréable. Enfin, C'est une fois que tu as très testé confortable. l'électrique, tu plus envie de revenir au mécanique. Ouais, voilà. Franchement, c'est exactement le même débat. Je sais que j'avais un premier vélo qu'on m'a malheureusement volé, où j'avais des manettes Compagnolo en carbone. Là. Ouais. Et je me souviens que je pouvais passer toutes les vitesses d'un coup. C'était Ouais, ok. c'était assez impressionnant. Et bah, du coup, on m'a pété aussi une manette, donc j'ai voulu la changer. Puis quand je suis passé, on m'a dit que c'était 250 € la paire. Donc je suis repassé sur du 105. Et là, je passais les vitesses une par une. Et tu vois Ah vraiment bah la ouais, différence. Quoi. C'est- Mais t'as aussi un avantage, je crois, de l'électrique, corrige-moi si je me trompe, mais où Ouais. tu peux un peu programmer. Ouais, t'as le micro shift. Ouais, tu peux en fait, c'est un peu comme des palettes en fait. Tu peux choisir de passer 1, 2 vitesses, 3 vitesses, plusieurs en même temps. Pour optimiser un petit peu le Ouais, rendement ouais. entre. Après ça, honnêtement, il y a beaucoup de clients qui se téléchargent l'application et qui essaient de se le faire chez eux. Et ils repassent souvent, ouais. Ils repassent souvent parce que du coup, ils contrôlent plus rien. Mais ouais. Après, je trouve le changement de rapport, c'est bien pour quand il y a des changements de rythme et tout. Enfin, c'est quand même pas mal. Et Par mais contre, il faut. l'électrique, c'est pareil quand tu roules faut l'hiver penser et qu'il à- fait froid. De pas avoir à pousser tes manettes pour changer les vitesses alors que t'as les mains gelées, ça c'est un réel intérêt aussi. Hein. Ça, pour avoir testé, c'est super intéressant. Et par contre, il faut pas oublier de charger. De chercher les batteries. Ah Changer ouais, les ça, batteries. ouais. Ça, C'est combien de kilomètres à peu près? C'est en gros 1500-2000 km à peu près. Après, l'avantage qu'a SRAM par rapport à Shimano, c'est que sur le l'ITEP ou sur l'Access, maintenant le nouveau groupe 12, les batteries s'enlèvent en fait sur SRAM. Donc en fait, tu peux avoir une troisième batterie en spare dans Tu ta peux poche changer en plein milieu du. et l'avoir au cas où. Après, honnêtement, si tu fais un peu attention, c'est rare que tu fasses une sortie de 2000 km quand même, faut pas exagérer. Mais après, le DI2 c'est à câble chez Shimano, donc faut penser à le recharger. Mais bon, pareil, enfin. La plupart du temps, on va dire qu'on roule entre 100, 150, 200 km, donc t'as quand même pratiquement 10 sorties avant de le recharger, donc c'est comme ton téléphone, hein, tu te dis pas, ce soir, allez, il me reste 10%, je le recharge pas jusqu'à demain, on va tester, voir si ça passe. Ouais, non, tu le Essaye recharges, pas, ouais. Tu le recharges, voilà. On a un prochain sujet un peu technique également, c'est les pédales. Pédales automatiques ou non, c'est un peu le débat pour les débutants en triathlon.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Bah, le truc, en fait, c'est que pédale plate, ça a l'intérêt de pouvoir vite sortir les pieds. Ça rassure les débutants, en fait, les pédales plates. On est tous Les tombés gens au moins ont- une fois, je pense. Oui, Ouais. on s'est tous blindés Oui, une non, fois. mais c'est À pareil. l'arrêt quasiment. mais- C'est la spéciale. Ouais. Franchement, si tu fais du des vélo ou petites- du tri, enfin que tu fais du peux vélo pas avec des tomber. pédales auto et que tu l'as jamais prise, celle-là, tu vas te la prendre. Un jour, c'est que ça en fait Ça pas arrivera. longtemps, mais il y a un clair. jour où tu vas arriver au feu rouge, tu vas oublier, tu discutes et hop là. Mais sur ça, le tu côté. vois, moi, ça m'est arrivé sorti du confinement. On a passé 3 mois sur Sur le Zwift. traîneur, ça Je te met me tout suis seul. arrêté. Je me suis arrêté au feu. J'ai oublié de faire ce truc. Et bim, c'est la spéciale celle-là. Ouais. Ah, celle-là, c'est tout le monde se les prise et tout le monde s'en rappelle, je pense. Mais en fait, la pédale plate, si tu fais du triathlon et que tu t'y mets vraiment sérieusement, c'est pareil. Il faut vite arrêter. Faut pas être effrayé par ça parce que franchement, c'est un réflexe. Ça fait 15 ans que je fais du vélo. Moi, quand je prends un Vélib et que je mets le pied dessus, j'ai le réflexe de faire la torsion du talon pour sortir mon pied alors que je suis sur une pédale plate. C'est ta tête, elle imprime que t'as accroché à tes pédales et ça s'oublie tout seul. Et surtout, si tu commences le vélo et que tu t'y mets pas direct, en fait, tu vas avoir une espèce d'appréhension qui va arriver et tu vas pas avoir envie de sauter le pas, alors qu'il y a que des avantages avec être en automatique. Hein. Ton Des pédalage est avantages, beaucoup plus rond, ouais. t'appuies, tu La tires, puissance, ouais, ça t'appuies, répartit tu tires beaucoup en mieux. même Bah ouais, temps. carrément. En pédale plate, tu fais que appuyer, donc tu te fatigues beaucoup plus vite, alors qu'en pédale automatique, et pareil, au moins quand tu mets une relance et que bon après c'est pas forcément sur du très long, mais tu vas à la montagne, tu t'es constamment en train d'appuyer et de tirer, et en plus à la montagne c'est un pédalage encore plus spécifique que sur le plat, donc non, faut vraiment passer aux pédales automatiques. Les pédales automatiques, on peut régler la tension de déclenchement, donc c'est sûr que si vous achetez des pédales et que vous les serrez comme pas possible, ça va être des fixations de ski, mais par contre on peut Ouais. les régler pour que ce soit un peu souple et que ça se déclenche et s'enclenche facile. Sans trop non plus pour pas que ça tu déchausses. Sans- Exactement, dès que tu relances et Ouais. que ton pied s'arrache, c'est Non, clair. moi j'ai découvert, j'ai acheté des nouvelles pédales sur mon ancien vélo, puis ensuite on m'a offert un capteur de puissance, donc j'ai rechangé, mais j'avais découvert qu'il y avait des pédales avec des lames de carbone qui pouvaient pas nécessairement être Régler en tension. réglées en En tension. fait, c'est ta lame qui a une tension qui est écrite dessus. D'accord. Bah, Et donc il y a looks, plusieurs par exemple. lames Ouais. différentes. En fait, mais quand c'est t'achètes- assez perturbant quoi. Ouais, quand tu tu achètes reçois ça. une pédale de pédale look, par exemple, une paire de pédales look, par exemple, en gros, tu as des couleurs, ça va du vert au orange au rouge. Vert, c'est débutant, donc déclenchement très facile. Orange, c'est moyen, donc c'est en général aux alentours de 12, des lamelles carbone. Et après, rouge, c'est pour soit des gars qui veulent vraiment être bloqués dans leurs chaussures, soit pour des sprinters qui qui développent des déchaussent, watts pas possibles et qui ont besoin d'être vissés à la pédale. D'ailleurs, Luke a sorti une pédale pour la piste où tu es enclenché et tu as une vis en dessous que tu visses à ta cale. peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Et C'est C'est toi, vissé à ton vélo. tu vois, c'est pour ça. C'est Ça pour ça t'arrête que- jamais aussi au C'est feu pour ça rouge. qu'il est tombé l'autre jour. Je m'arrête jamais. Mais non, pédale automatique Mais tous ouais. les jours. Après, il y a pareil, encore une fois, si tu veux rentrer dans le débat, il y a plein de marques de pédales automatiques. Moi, je vous ai cité Look, mais à titre perso, j'utilise Speedplay, qui est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux en pédale route. Parce que déjà, tu as deux faces. Donc, comme sur des pédales VTT, donc t'es pas là, comme on voit pas beaucoup choisir, de gens, ouais. à partir au feu, baisser la tête et chercher sa Ouais, cale c'est- comme ça et se c'est prendre la voiture infernal. qui freine. Ah ouais. Speedplay, il y a deux faces. Surface c'est C'est l'une super ça. Ouais, c'est l'une des pédales qui a la plus grosse surface d'appui aussi. C'est la seule pédale en fait qui rentre dans la cale, donc ce qui fait que tu peux baisser ta tige de selle et te mettre un petit peu moins haut. Et c'est aussi la seule pédale où tu peux choisir de régler indépendamment pied gauche, pied droit la liberté angulaire. Donc ça, pour le coup, Speedplay, c'est vraiment... Alors ça coûte un peu plus cher que des pédales Look. Du coup, c'est quoi? C'est le bout de ta pédale. En fait, t'as la tige en métal et toi, tu cales ta chaussure Tu dessus, viens- grosso modo. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, t'as deux faces, donc t'es pas obligé de la chercher. C'est-à-dire que dès que t'es sur la pédale, t'appuies dessus, ça s'enclenche. Et surtout, les cales sont indestructibles, en fait. Les pédales Look ou Shimano, c'est des cales en plastique, donc tu marches avec. Les pédales, Ouais. les cales, elles ont une durée de vie. Hein. Et si t'attends trop longtemps, ça peut vite mal finir. Tu peux vite être avec une Dremel pour les enlever. Ça arrive souvent, ça. Alors que Speedplay, c'est une cale qui est en acier. Alors, je sais pas exactement la matière, mais c'est une cale ultra robuste avec un cache en plastique par-dessus. C'est indestructible, franchement. Ouais, ça bouge pas. C'est l'avantage. Peut-être que je regarde mes cales, moi, ça fait un moment. Ah, évite d'en arriver à la Dremel, là. S'il te plaît, Ouais. évite. Et du coup, on en a parlé rapidement. Capteur de puissance. Dans les pédales Ouais, qu'est-ce que. Ouais, alors. Parce que là, Ou c'est pédalier. Ou pédalier. pédalier, ouais. ouais, après, franchement, c'est un vaste débat, ça, pour le coup. Parce que moi, je suis pro pédalier. Je trouve que c'est mieux. Alors, c'est sûr que quand on bricole pas, c'est plus. Les gens ont l'impression que c'est une contrainte. Mais est-ce que vraiment, t'as 3 vélos? Les pédales avec les capteurs, c'est bien si t'as plusieurs vélos. À la limite, c'est facile. Tu passes de ton vélo de tri à ton vélo de route, à ton mulet pour l'hiver si tu veux. T'as 3 vélos, c'est bien. Franchement, si t'as que un vélo, moi je trouve que le pédalier c'est quand même beaucoup moins galère. Il y a moins de risque de casse, mine de rien, parce que t'as des pédales et des capteurs, tu tombes. Souvent, les pédales, c'est ce qui prend en premier.
Donc quand t'éclates une paire de pédales, alors t'en as des pas trop chères, t'en as aux alentours de 500-600 euros, mais t'as des pédales qui valent plus de 1300-1400 euros, donc quand tu tombes et que t'éclates une pédale tout seul, Ça plus le dérailleur, Ouais, si voilà. tu dois tout changer, c'est ouais, embêtant. les manettes, tout ça peut vite coûter cher. Le pédalier, franchement, c'est à l'intérieur, c'est caché, c'est rare de casser un pédalier quand même. Ouais, voilà. Après, en termes de précision et tout, ça se vaut maintenant. Il y a quand même pas mal de progrès qui sont faits, mais moi, je suis quand même plus un pro pour le pédalier. Je crois que Yvan, que tu connais, Ouais. qui nous a mis en relation, qui a été interviewé il y a pas longtemps, a cassé son pédalier la semaine dernière. Il a un petit peu- Je crois qu'il a même pété son cadre en fait. L'insert du boîtier pédalier s'est décollé, je crois. Un peu trop appuyé. J'ai eu un ami avec qui il était, Antoine, Il a un peu trop forcé. qui m'a raconté un peu. Et Antoine, c'est pareil. Antoine, il a un felt des années, je sais pas combien. Et en fait, l'insert en alu à l'intérieur du boîtier de pédalier s'est décollé à force de rouler. Et en fait, ça s'est décollé. Et une fois que ça s'est décollé, bah, soit faut le recoller, t'as de la chance, t'arrives à le faire et tu connais quelqu'un qui le fait. Soit le cadre, malheureusement, c'est poubelle. Hein. Bon, Antoine, si tu nous écoutes, il y a de très beaux vélos ici, tu peux Ouais, passer changer. Mais Antoine va s'en acheter un. Je me suis occupé de lui. Ouais, ça doit pas arriver tous les jours, mais quand ça t'arrive, Ouais, qu'il faut ça mieux arrive t'en sortir. souvent sur des cadres que t'as et que t'as usé, poncé pendant Ouais. des années. Hein. C'est rare que ça arrive sur un vélo neuf. Bon, Yvan, ça m'étonne pas trop. Hein. Ouais, non, Yvan, ça est arrivé sur son R5 en plus, je crois, et son R5, il a fait des choses pas j'allais dire pas légales, mais il a traversé l'Alaska et tout avec, c'est pas fait pour ça, R5. Et justement, on parlait des pédaliers. Qu'est-ce qui va faire qu'un pédalier va être mieux qu'un autre Pareil, ça va être Là, il y a- tu auras une grosse question de poids, une question de matière Ouais. aussi, tu auras des pédaliers en alu et pédaliers en carbone. Même chose que pour le cadre, pédalier en carbone sera beaucoup plus léger, beaucoup plus rigide. Après, la plupart du temps, tu vas avoir des pédaliers en alu quand même. Franchement, chez Shimano par exemple, jusqu'à l'Ultegra, t'es en alu, jusqu'au Dura-Ace, t'es en alu aussi. Après, par contre, quand tu veux changer, souvent sur les capteurs de puissance, t'as du carbone. Donc le pédalier, franchement, c'est pas quelque chose dont il faut particulièrement se soucier, sauf si tu prends un capteur de puissance. Mais après, au-delà du pédalier, c'est surtout après si tu parles de développement de couronne, de taille de denture et tout ça, là pour le coup le pédalier Après, devient c'est- intéressant. pour Le braquet, que tu quoi, veux- ouais. Le braquet que Le tu vas braquet, mettre, du coup, donc ouais, le c'est ça. rapport entre le pédalier et la cassette aussi que tu vas mettre derrière. Ça va dépendre de ce que tu fais en fait, où t'habites, le type de parcours que tu vas faire. C'est en fait historiquement entre guillemets c'était le 53-39, 53 sur le gros plateau, 39 le petit plateau. Et ça représente quoi ces chiffres, ces deux valeurs? En fait, c'est la taille, c'est le nombre de dents que tu as sur la couronne. En fait, et à partir de ça, tu calcules un ratio. Tu calcules le ratio en fonction de ton plus petit pignon, donc 11 sur une cassette. Bon, maintenant tu as 10 et t'as 9, donc ça change aussi et tout le temps ça. Mais on va dire sur une cassette 11-32, ce qui est la norme maintenant, aujourd'hui tu as un pédalier 52-36. Ça, c'est le standard que tu as sur quasiment tous les vélos maintenant. Alors que tu remontes il y a 10-15 ans en arrière, ça blaguait pas, ils avaient 53-42, ils avaient 11-20 derrière, enfin. C'était l'enfer, hein, franchement. Tu regardes des étapes du Tour de France, je peux dire que la cassette, tu la vois, Des grosses cuisses. elle grossit pas beaucoup. Ouais. Il y avait des grosses cuisses, les cassettes étaient étagées de une dent à une dent, et ça blaguait pas. Hein. Aujourd'hui, tu vois, on regardait le VTT tout à l'heure, en VTT, t'as 10-50. Oui, T'as une couronne de VTT, il y a 32. une cassette qui est énorme à l'arrière. T'as une couronne de 32, C'est mais par pour contre derrière grimper, t'as 10-50. Donc le 32-50, mais tu peux grimper aux arbres quoi. Enfin, il te sert pratiquement jamais d'ailleurs, mais c'est énorme. T'as un ratio, c'est 0, je sais pas combien, mais ça te permet de grimper des pentes pas possible quoi. Et du coup, si on peut changer sur un vélo ces rapports-là, éventuellement, mais il y a des plateaux qui sont liés au pédalier des fois. Enfin, faut. Ouais, alors en fait après peux t'as pas- l'anthrax. Tout en est fait. pas Ouais. flexible, quoi. T'as l'anthrax, alors pareil, ça devient un petit peu, j'allais dire ancien, mais c'est un vieux standard entre guillemets. T'avais l'anthrax, en fait, il était toujours exprimé en BCD. T'avais marqué 130 BCD, et en fait, ce 130 BCD, ça correspond à l'anthrax, à l'écartement des fixations pour le plateau. L'anthrax, non, Hein l'anthrax. L'anthrax, ouais, l'anthrax, pas l'anthrax, la poudre qui te fait mourir, mais ce qui te permet de fixer ton plateau. Et en fait, quand t'avais un anthrax 130, tu pouvais pas descendre en dessous de 52, par exemple, en denture de plateau. Et par contre, maintenant, t'as que des anthrax quasiment en 110, ce qui fait que quand t'as du 110, si tu passes au-dessus de 52, 53, 54, ton plateau, on dit qu'il va être un peu mou parce que du coup, l'anthrax est plus petit. Donc tu vas avoir une grosse couronne fixée par quelque chose de plus petit, donc ça va pas être ultra rigide. Mais la tendance maintenant, aujourd'hui, c'est de diminuer les dentures. La norme aujourd'hui, c'est 52-36 sur la plupart des vélos neufs. T'as 50-34, ce qu'on appelle un pédalier compact, ce qui est plutôt typé quelqu'un qui fait du cyclotourisme, qui habite à la montagne, il met beaucoup plus petit. Les cassettes derrière, maintenant c'est la norme, c'est 11-30, 11-32, 11-34.
Tu peux même monter à plus. Après, ça devient vraiment des cassettes spécifiques VTT, donc plus rien à voir avec la route. Il faut souvent régler son dérailleur aussi. Ouais, être après. sûr que le dérailleur balaye bien tous les. Ouais, après, ça, c'est la chape du dérailleur, du coup, qui rentre en ligne de compte. Il y a beaucoup de gens qui ont des vélos un peu anciens et qui ont des chapes courtes, ce qui fait que tu peux pas aller au-dessus de 28, par exemple. Donc, ils viennent nous voir, ils disent, bah écoutez, moi, je vais à la montagne, je voudrais mettre 32. Ah, mais il faut changer de Il faut dérailleur. changer de dérailleur. Bah ouais, parce que malheureusement, ça va pas passer. Il a une capacité maximale et ça passera pas. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir avoir des vitesses qui sont plus faciles en montagne ou à l'inverse, avoir des vitesses si t'es en 30-32, si t'as 30 en petit plateau et 32 derrière, ça te fait un ratio qui est inférieur à 1. Donc comme on parlait tout à l'heure pour le VTT, ça te fait un ratio, c'est tout petit en fait. Ah ouais, tu peux mouliner et tu peux tout grimper en fonction de tes jambes, mais ça sera beaucoup plus facile de monter en 30-32 que de monter en 42-21. Là, et du coup, le 2 ou 3 plateaux, ça se fait plus beaucoup, j'ai l'impression. Triple plateau, ça n'existe plus, hein, franchement. On a Geoffroy qui a changé de vélo, mais avant il avait un triple, et du coup il était assez content pour la montagne. Oh mon dieu, le triple plateau, vraiment. Non, ça se fait plus trop. Ah ouais, non, ça n'existe plus du tout. C'est pourquoi des questions de poids ou... Ouais, poids, fiabilité, réglage. De plus en plus, on va aller vers le monoplateau. En VTT, le monoplateau est une norme. Le double plateau, ça n'existe même plus en VTT, je pense. En gravel, ce qui est la partie un peu mixte entre route et VTT, pareil, le monoplateau, c'est quand même beaucoup plus pratique. Gain de poids, gain de réglage, gain de fiabilité aussi. Après, en route, le monoplateau, ils ont essayé un petit peu. Il y a pas mal de gars. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à Romain Terry, qui est en monoplateau sur son P5. Mais t'as moins de monoplateau en course. En triathlon, t'en as pas mal qui en mettent quand les parcours sont relativement plats. Pareil, t'as pas besoin d'avoir un double plateau pour faire des parcours, des billards tout plats. Ça sert à rien d'avoir un petit plateau. Donc pas mal de gars roulent en mono, mais après c'est sûr que quelqu'un qui veut un vélo polyvalent, le monoplateau, ça va être un petit problème quoi. Parce qu'il va se retrouver avec un monoplateau, donc il va avoir un gain de poids, un gain d'entretien parce qu'il y aura pas de dérailleur avant, mais par contre derrière tu vas avoir une cassette où tu vas avoir des espacements énorme entre chaque dent. Tu vas avoir 4, 6. Même 6 dents entre deux pignons, c'est énorme en fait. Tu passes de pédaler en force à l'hypervélocité, donc. Ouais, donc t'as moins de. Ouais, c'est moins précis. C'est moins facile à adapter. Ouais. Tu peux moins adapter ton pédalage et ton effort. Ouais. Ouais, t'es obligé de t'adapter à la cassette, quoi. Alors c'est normalement la cassette qui s'adapte à toi. Donc. On a fait un peu le tour, je pense, des principaux éléments dans ton choix du vélo pour les basiques. Est-ce que toi, tu peux nous décrire finalement le vélo parfait? Quel critère il a, ou finalement c'est quoi ton vélo? Comment tu l'as constitué? Bah après il y a pas vraiment de vélo parfait, ça va dépendre encore une fois de la pratique. Quelqu'un qui fait du sprint, de l'olympique ou du half ou de l'iron. Après le vélo parfait, il est à ta taille déjà, il est dans ton budget mine de rien aussi, parce que c'est pareil, quand on achète un vélo, faut penser qu'il va y avoir un casque, une tenue, des pédales, il va y avoir des portes bidons, des chaussures, il y a tout plein de trucs à rajouter. Des petits manchons très importants. Voilà, pour courir. Aussi, voilà, il y a plein de trucs à rajouter. Surtout en triathlon, il y a pas mal de gadgets à rajouter sur le vélo. Mais non, le vélo parfait déjà, il est à votre taille. Il est dans votre budget, il vous plaît. Ça, c'est un truc qu'on peut pas quantifier, mais un vélo, s'il te plaît pas, il va pas te donner envie d'aller rouler, donc tu vas pas avoir envie d'aller rouler. Donc ça, c'est archi important. Il a des bonnes roues. Ouais, exactement, voilà, il a des bonnes roues, il a un bon groupe. Mais non, faut juste que ça corresponde à votre pratique, en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'achètent des vélos, qui s'achètent des avions de chasse pour. Surcoté un peu. Ouais, voilà, de toute façon, en plus en triathlon, c'est ça. Tu vas dans un parc Ironman ou un parc Alpha Ironman, c'est les 24 heures du Mans, quoi. Il y a que des bêtes de course, et franchement, je pense qu'il y a rien qui met le plus la rage les gens qui ont des vélos à 15 000 balles de se faire doubler par un petit jeune de 15 ans en between, tout avec des prolongateurs mal réglés, avec du poil aux pattes, ça te rend fou. Mais c'est devenu la mode, et le triathlon de manière générale, c'est la course à l'armement en fait. C'est celui qui a le plus gros vélo. C'est un peu l'escalade de violence, ouais. Ouais, exactement. Moi, je me rappelle. Surtout sur les grosses courses. Le parc vélo, quand je suis arrivé à l'Ironman de Nice, c'est hallucinant, quoi. Après, c'est pareil, tu tombes sur la question de plaisir, en fait. Les gars, ils ont les moyens de se payer des vélos à 15 000 €, bah, ils se payent des vélos à 15 000 €, quoi. Il n'y a pas de problème. Et sur du vélo d'occasion, toi pour le coup tu vends du neuf je suppose, mais vélo d'occasion c'est un truc que tu recommandes pour les débutants? Ouais, franchement, encore une fois, tu commences le tri, t'es pas sûr que ça te plaît. C'est compliqué de t'acheter un vélo neuf, faut avoir un petit peu de budget forcément, même si en magasin maintenant t'as des grandes chaînes qui font des vélos de route vraiment pas chers, donc tout dépend le budget aussi, on est d'accord, mais l'occasion ça peut être super et ça peut être le cauchemar en même temps, quoi. Tu sais pas trop combien il a fait de bornes, par exemple. Ouais, les gars vont toujours te dire la phrase typique, c'est n'a jamais roulé sous la pluie. Cette phrase-là est géniale. Vraiment, le gars s'est jamais fait surprendre par une averse un jour, il a pris la pluie, donc je suis jamais tombé. Ouais, voilà, exactement, on n'a pas connu la chute. Entretien régulier, chaîne changée comme il fallait tout le temps. Jamais fait de home trainer avec la sueur qui brûle le cadre. Ça peut être pas mal, exactement, ouais, bien sûr. Et tu démontes
Tu démontes le jeu de direction à l'intérieur, c'est rouillé parce que le gars il a transpiré, il faisait 10 heures d'home trainer par semaine. Ça c'est génial, les vis qui tournent toutes seules parce que pareil elles sont oxydées avec la transpiration. Ouais, on a pu Mais- Ouais, ça me fait peur ça. Mais vraiment quelqu'un qui n'y connaît rien, franchement, allez en magasin. Honnêtement, le nombre de clients qu'on voit débarquer avec des vélos, il n'y a pas des vis cachées non plus, mais enfin le cadre il est pas à la bonne taille, donc le vendeur lui ce qu'il va vouloir c'est vendre son vélo, donc il va dire aucun problème c'est ta taille. Et pareil, la transmission qui est complètement rincée, une transmission à chaîne cassette plateau, ça peut coûter 350, 400 euros Ouais. à changer. Enfin, Ou si vous n'êtes pas bien conseillé par un proche, ouais, s'il franchement, connaît vraiment, ouais, faut qui vraiment y vous aller, aide à quelqu'un qui acheter, connaît et donner tester en le boutique, vélo, quoi. essayer, rouler un peu dessus et tout, mais vraiment, ouais, en magasin, honnêtement, on est sûr de pas se tromper. Après, malheureusement, le magasin, il y a tout aussi, hein. Il y a du magasin sympa qui va bien te conseiller. Moi, encore une fois, j'ai déjà des clients qui avaient vraiment pas beaucoup de budget et je leur disais, sélectionnez des annonces sur Troc Vélo à la limite et venez me les montrer, quoi. Au moins, vous allez pas vous planter, quoi. Enfin, après, c'est une question. Ça passe. Non, mais c'est vraiment, tu sais, comme. Je me faisais C'est la réflexion, passion, c'est la passion du vélo. Ouais, mais je me faisais la réflexion avec un pote l'autre jour, on roulait et nous, par habitude, on dit bonjour, enfin, on fait signe. Mais vraiment, personne ne dit bonjour, quoi. Enfin, les gars, moi j'ai une anecdote comme ça. Le c'est gars, un sur deux, je le ouais. croise dans un sens, je lui dis bonjour, il me répond pas. Il doit couper un peu court et du coup, il me rattrape, il me double. Je l'entends arriver, je fais signe de la main juste comme ça. Il me passe, il me dit pas bonjour. 200 mètres plus loin, il crève, il me fait signe. Je lui dis, sur foot. C'est le karma. Bah ouais, non, mais tu veux. qu'elle l'a cherché, ouais. Je sais pas, même si tu bosses en magasin et qu'il y a un client, avant tout, on fait du vélo, on fait tous le même sport, donc. Moi, ça me dérange pas de conseiller quelqu'un parce qu'après, encore une fois, faut être malin, faut se dire que la personne va acheter un vélo d'occasion, mais il sait que t'as été sympa, Il reviendra. il va venir te voir, une bête de forcément. course. Il va venir t'acheter le casque, il va venir t'acheter tout ça, donc c'est une question d'être malin. C'est le vaste débat des vélos achetés sur internet aussi. Ça, c'est pareil, il y a des magasins à Paris, tu viens avec un Canyon. Bonne chance, hein. Accroche-toi. Hein. Pour rentrer dans le magasin, on va pas non plus te laisser te rentrer, mais on va te dire, t'es gentil, mais tu l'as acheté sur internet, tu te Oui, démerdes, parce hein. que Canyon ne distribue que en ligne. Exactement. Ouais, Et faut ça, préciser. Canyon, ils ont quelques trucs un peu spécifiques sur leur vélo, mais pareil, les gens viennent te voir en magasin, ils disent ouais, mais vous pensez Canyon, c'est des bons vélos. Bah oui, Canyon, c'est des très bons vélos. Enfin, c'est pas des mauvais vélos. Ça serait s'ils faisaient des mauvais vélos et ils auraient pas les meilleurs athlètes dans toutes les disciplines confondues, quoi. Mais c'est juste que Canyon, c'est acheté sur internet. C'est pas compliqué à monter non plus, mais quelqu'un qui a une bille en mécanique qui sait pas visser une vis, il va venir nous voir en magasin et il va nous amener le carton, il va dire bonjour, faudrait me le monter. On va dire pas de problème, mais ça va vous coûter tant. Donc en fait, l'économie que t'as fait à l'acheter sur internet, tu l'auras acheté en magasin. Ça revenait au même et nous on te le montait gratuitement. Donc Ouais, c'était pas forcément un bon investissement. ouais, c'est clair. Mais pareil, t'es commerçant, t'es sympa, tu fais du vélo, viens avec un Canyon si tu veux, on s'en fout complètement, quoi. Tu fais du vélo. Moi, j'ai un petit sujet qui fâche qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est le vélo, ça fait quand même extrêmement mal au cul. On va pas se mentir. Oui. Et voilà. Enfin, C'est dit, ou c'est dit. ailleurs pour. Ça fait mal là où on s'assoit, quoi, en gros. Pour les femmes qui font du vélo, comment ça se passe? Est-ce que c'est la selle? Est-ce que c'est la peau de chamois? Ça vient de plein de choses, en fait. Ça La vient de- position, qu'est-ce que. Ouais, ça vient de. Il y a Comment beaucoup on de fait facteurs pour le coup. T'as forcément la selle, c'est sûr. Forcément, chaque personne a une anatomie à cet endroit-là qui est différente. On n'est pas tous égaux là. En gros, la selle va être importante. Le cuissard aussi va être important, ou la trifonction pour le coup. Après, la trifonction en triathlon, c'est quand même Pas très. minime en ouais. termes de confort, d'où l'intérêt d'un bon choix de selle. Sur l'Iron, compliqué, non? Ouais, c'est fin. Après, si tu courais avec un cuissard sur un Iron, tu marcherais comme un cowboy pendant 2 semaines. Hein. Donc, choisis ton camp. Ouais, c'est ça. Mais Après, après, t'as le temps de faire la transition et de changer à ah la oui, tu rigueur. peux carrément. Oui, c'est sûr que si tu vises pas un chrono, tu peux carrément changer et gagner en confort comme ça. Puis les mecs le faisaient en slip à l'époque. Ouais, exactement. Ça, Il y a une c'est belle un vidéo respect. d'Armstrong à Hawaï où il est en slibard. Allez la voir, régalez-vous. Mais non, après, la troisième truc, c'est l'étude posturale. Ça, il n'y a pas à y couper. Quelqu'un qui fait du long, c'est, j'allais dire obligatoire, mais ouais, c'est un passage obligé, franchement. En fait, faut que le vélo s'adapte à vous. C'est pas à vous de vous adapter au vélo, en fait. C'est ce qu'on dit souvent aux gens. On en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai des clients, ils m'ont acheté 10 selles différentes. Ils avaient toujours mal au cul au bout de 10 selles. Je leur dis, mais vous avez fait une étude posturale? Ils me font non. Je leur dis, faites une étude posturale. Enfin, Ouais, Et en fait, Au final, c'est un peu comme faire ces semelles pour les gens qui font du running, quoi. ouais, C'est un peu. ouais, c'est ça, c'est exactement pareil. Ils se font le TFL, ils se font la patte doigt et tout. Ils se disent, je comprends pas. Mais vous avez déjà été voir un podologue pour voir si vous aviez une bonne pose et tout ça? Ah non, voilà. En fait, C'est pareil, ouais. Au début, ça peut paraître pas forcément du bon sens, mais il y a un moment donné, c'est quand même. Si tu fais du volume, tu commences à faire du Ouais, volume. mais bien et sûr, tout tu ça. cherches à optimiser ton entraînement, mais il faut aussi optimiser et te protéger physiquement. Ouais, Quoi. ouais, t'as L'étude les posturale, c'est blessures. vraiment ça. Parce que l'étude posturale va t'amener certes du confort,
Mais ça va t'amener aussi, mine de rien, de la performance. Hein. Et de la performance aussi bien sur le vélo que sur la partie course à pied derrière. Parce que tu seras bien posé, moins de douleur. Donc tu seras beaucoup plus frais derrière pour courir. Ouais, tu vas plus t'économiser si t'es bien positionné. Et justement, c'est un peu la même chose pour le vélo de triathlon. Tout à l'heure, très rapidement, tu disais que un vélo typé triathlon, ça te permettait aussi de mieux optimiser ta position, etc. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, c'est sûr que forcément, quand on voit quelqu'un poser sur un vélo de triathlon, premier réflexe, on se dit oh putain, il est aéro, quoi. C'est génial, il doit fendre l'air. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus aéro. Après, ça te permet aussi de tenir une position aéro beaucoup plus longtemps. Et après, la géométrie du cadre vient aussi apporter le fait que tu vas pouvoir courir beaucoup plus facilement derrière. Faites 180 km assis sur un vélo de cyclisme où vous êtes vraiment assis comme sur une chaise et allez courir derrière, et faites 180 bornes sur un vélo de tri posé vraiment de manière efficace et allez courir derrière, vous allez voir que c'est pas du tout les mêmes sensations. Tu sollicites pas exactement les mêmes groupes musculaires. Ouais, c'est exactement ça. Quadri versus ischio. Exactement. En fait, sur un vélo de tri, tu t'économises un petit peu pour la course à pied, mine de rien. La position est faite pour favoriser la course à pied derrière, ou du moins te cramer pour être un petit peu plus en état de courir derrière. Ce qui est pas une mauvaise idée quand t'as un marathon ou ce même. Qui est pas mal, ouais. Ou un semi, ouais, c'est bien. Ouais. Bon, après, à toi aussi de pas t'enflammer et de te pendre tout seul. C'est le risque. Mais ça, c'est toi qui gères. Je vais tout donner dans le rouge. Et justement, tu parlais dans la position aéro et donc des prolongateurs. C'est vrai que on remarque facilement que tu gagnes 1 à 2 km/h en position aéro pour la même dépense d'énergie. Ouais, exactement. Après, il faut faire attention parce que sur un vélo de route, vu que t'as pas la géométrie de cadre d'un vélo de triathlon, la position sur les prolongateurs ça peut être un faux ami en fait. Tu peux vite te retrouver dans une position qui est pas confortable. Donc ce qu'il faut en fait, c'est essayer de rouler un peu avec les avant-bras sur le cintre. Au début, c'est un peu compliqué à avoir l'image, mais regardez le Tour de France et vous verrez tout le temps les coureurs qui sont en tête de paquet quand faut rouler, ils se couchent un peu sur le vélo. Déjà, essayez comme ça. Si la position vous paraît confort comme ça, franchement les prolongateurs ça passera. Mais si la position vous la tenez 30 secondes et c'est une souffrance pas possible, franchement, pareil, vaut mieux splitter les prolongateurs et perdre 1 km/h, mais gagner en confort derrière. Et ce serait quoi la problématique? Ce serait des douleurs au niveau musculaire sur les jambes ou... Ouais, niveau musculaire, où tu vas venir te pincer un peu les artères, donc ça va un peu, ton sang va moins bien circuler dans tes jambes, ça va t'engorger un petit peu. Et après, pareil, tu vas te faire mal au cou. Si t'as pas l'habitude, n'importe qui s'est acheté un vélo de triathlon, les premières sorties, il a mal au cou, mal aux épaules, il est pété en deux. C'est pareil, c'est tout un processus. Vous montez pas des prolongateurs 2 jours avant une course, quoi. Enfin, rendez-vous service, quoi, à un moment donné. Bah, ça nous était arrivé quand on est allé à. Ah, t'as fait ça, toi? Quand on est allé à Zurich, on avait dû démonter les prolongues pour prendre le train. Ouais. Et je pense que. Vous avez remonté à l'arrache. Ouais, un peu comme d'hab, même la selle et tout. Enfin, on avait pris des potes, mais au scotch. Ok. Et moi, je sais que sur l'Alf, j'étais en souffrance. J'avais des douleurs justement au niveau des bras sur les prolongues. Et au bout d'un moment, je pouvais plus rester, quoi. Donc j'étais obligé de me faire une minute sur les prolongues. Je me remettais debout sur la selle. Mais c'est ça. Au-delà du gain aéro, du gain de performance, à un moment donné, le confort, en fait. Sur du sprint ou de l'olympique, ça va, c'est court. Tu peux te dire, ok, le confort, on s'en fout. Ouais, je serre les dents, j'aurai mal, c'est pas grave. Après, j'ai 10 bornes à faire à bloc, on s'en fout. Et sur un Iron, comme les gens qui disent, ouais, chaussettes, pas chaussettes, chaussures sur le vélo, chaussures pas sur le vélo. Et honnêtement, si tu vises pas la qualif à Kona, on s'en fout, hein. Franchement, sèche tes pieds, mets-toi du talc, enfile tes chaussettes tranquillement, mets-la à la même hauteur. Mange un sandwich. Ouais, voilà, prends ton temps, vraiment, pas de problème, quoi. Parce que faire 180 bornes avec un caillou dans ta pompe, franchement, c'est pas grave. Hein. C'est pas top. Je pense. C'est Yvon qui nous racontait la première fois où il a fait Embrun, où il s'est arrêté de manger un sandwich du cob. Ouais, voilà, c'est la philosophie. Franchement, il y a un moment donné, c'est sûr que tu t'entraînes toute l'année, tu y mets ton énergie, tu mets de côté ta vie perso et tout, c'est un sacrifice pas possible. Mais à un moment donné, il faut prendre du plaisir aussi. Profiter, ouais. Bah ouais, c'est clair. Moi, c'est pour ça que le seul Iron que j'ai fait, c'est Nice, parce que Nice, tu pars, il est 7h du mat, tu nages dans la mer, c'est une piscine. Il n'y a pas une vague. Et même, je me rappelle, quand tu nages, en fait, tu respires à gauche quand tu es sur le premier kilomètre, la ligne droite. Et tu te prends à regarder la montagne, t'as le lever de soleil, tu fais putain, c'est joli quand même. Tu fais des photos, tout ça. Ouais, alors que t'es en train de te faire tabasser dans l'eau, tu te dis putain, je suis joli. Tu arrives à gauche gentiment. Ouais, c'est ça. En vélo, après, le vélo, le parcours, il est magnifique. Enfin, t'es dans la montagne, il fait beau. Enfin, et quand t'es un peu dans le dur et que t'en as un peu ras-le-bol, tu regardes le paysage, tu fais bon, vas-y, au moins, ok, la sortie vélo est jolie. Bon, après, c'est un autre débat. Tu poses ton vélo et t'as un marathon à faire sur du bitume, il fait 40 degrés, ça coûte le kérosène d'avion. Là, c'est l'enfer, mais c'est la seule partie où tu prends pas de plaisir. Mais puis là, tu fais des boucles. Ah ouais, c'est l'enfer. Franchement, Nice, au secours. Vraiment, les gens, quand ils me disent je vais faire Nice, c'est mon premier Iron, je leur dis vous êtes coureur. Quand ils me font ouais, je leur dis bon, vous allez adorer. C'est tout plat, il n'y a pas besoin de réfléchir, vous baissez votre visière et roule ma poule. Alors, par contre, si t'es pas coureur, c'est moi qui suis pas coureur, c'est l'enfer. Thibaut, c'est où que tu vas faire ton premier Iron? À Nice. À Nice, oh là là. Et la course, c'est pas le truc que j'aime Quel le plaisir. plus. T'aimes bien le kérosène, par contre. Ah là, si t'aimes bien les avions, vraiment au fond, tu vas pouvoir te régaler. Il y a des jets privés et tout, c'est génial.
On Génial. On continue. Tu penseras à moi pendant que tu seras. Tu vois, parce qu'en général, les mecs te disent ça, tu te dis enfin tu penses pas, mais le jour de la course, tu te rappelles ça et tu te dis putain ils avaient raison. Je me rappelle. Tu penseras à moi. Question un petit peu maintenant sur l'entretien du vélo, parce qu'on a maintenant qu'on a choisi le vélo parfait qui nous correspond. Exactement, on est passé à la caisse, on s'en est servi un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà avant une sortie et ensuite après une sortie, l'entretien basique quoi. Un truc tout con, c'est les pneus, regonfler ses pneus. Ouais, non, mais c'est au-delà. Ça, c'est après, important, ça. un truc qui est super important que les gens négligent très souvent, c'est la transmission. Il faut qu'elle soit propre en fait. Alors ils nous disent qu'on est un peu des ayatollahs du vélo parce qu'on veut que ce soit tout propre, mais vraiment en fait avoir une transmission propre déjà ça augmente la durée de vie de la transmission parce qu'avec moins de saleté à l'intérieur ça se dégrade moins vite et surtout quand vous avez une galère au milieu de la chevreuse et que vous devez démonter votre roue arrière, que vous êtes habillé tout en blanc et que vous touchez votre cassette, elle est noire et que vous êtes dégueulasse et qu'après vous remettez des trucs dans vos poches. Mais ouais, c'est horrible. Donc la transmission déjà propre, et ça c'est pas compliqué en fait. Faut arrêter de mettre de l'huile sur votre chaîne. Votre chaîne, quand vous l'achetez et qu'elle est neuve ou que le vélo est neuf, elle est déjà graissée, donc on se calme sur l'huile, on n'en met pas trop, d'accord ? Vaut mieux qu'il y en ait moins que trop, et surtout quand ça commence à être un peu noir. Me faire engueuler là. L'idéal vraiment, c'est tu pars rouler. Si ta chaîne est déjà propre et neuve, pas besoin de remettre de graisse, mais surtout tu as une petite bombe de dégraissant, un peu de sopalin, t'en mets dedans, tu rétro-pédales et tu tiens la chaîne avec ton sopalin et ton dégraissant, et juste essuie comme ça, c'est tout. Tu remets un filet d'huile, vraiment un tour avant de partir, et basta, c'est tout. Pas besoin de mettre de l'huile d'olive et de charger. T'as un produit qui fait ça, un truc un peu standard. Ouais, tu mets n'importe quel dégraissant en bombe. Nous on a du dégraissant Finish Line, là, les bombes jaunes qui fait ça très bien, c'est nickel. Mais ce qu'il faut, c'est faire ça régulièrement en fait. C'est comme tout, c'est comme l'entretien en magasin de manière générale, la chaîne, la cassette, les plateaux, tout ça. Si tu veux pas avoir de mauvaises surprises, tu viens. Une chaîne, grosso modo, faut se dire que ça a une certaine usure à respecter. La chaîne, plus tu vas rouler, plus elle va se détendre. Et plus elle va se détendre, plus elle va abîmer ta cassette et tes plateaux. Toutes les parties du vélo, il y a des dents. Et si tu changes ta chaîne au bon moment, ta transmission, tu vas pouvoir faire passer 3-4 chaînes dessus. Par contre, si tu fais 10 000 km avec ta chaîne et que tu l'as pas changée en 2 ans, bah là, par contre, la note, elle est salée parce qu'il faut tout changer. Tout est défoncé. Donc, si tu mets une chaîne neuve sur une transmission qui a 10 000 bornes, ça va sauter, ça va mal passer, ça va faire du bruit et c'est inévitable. Et quand tout casser quoi. Ah ouais. Non mais c'est juste que ça t'évite d'avoir une note de 500 €. Des fois les gens hallucinent, ils font non mais attendez, ça fait 2 ans que j'ai le vélo. Mais ouais, mais vous avez fait quelque chose dessus? Non. Ah bah voilà. Et comment tu te rends compte que c'est abîmé par exemple? La chaîne, c'est le son? C'est vraiment. Non. Alors après, tu vois que les vitesses passent peut-être un peu moins bien, mais ça peut être aussi tes câbles qui se détendent un petit peu. Mais tu passes en magasin, on a des outils pour mesurer. Ou en fait, quand ta chaîne elle est sur ton plateau, sur la partie un peu ronde du plateau vers l'avant, tu tires dessus en fait. Et tu vois si en fait elle revient, qu'elle est un petit peu élastique et qu'elle se remet vite en place et que tu peux pas la tirer trop, c'est que c'est bon. Par contre, si tu la tires et que tu arrives à arriver à la moitié des dents de ton plateau, aïe, ça va te coûter cher. Ça va falloir repasser à la caisse. Ça va faire mal. Et ça, du coup, pour le coup, cet entretien, tu le fais pas après chaque sortie, tu le fais ponctuellement. Non, tu fais ponctuellement, avant que ça devienne crade en fait. Vraiment, faut surtout pas avoir une transmission qui est noire, quoi. Au-delà du fait que tu vas te dégueulasser, ça te rend pas service parce que ça s'abîme. Toi, t'es un adepte de la transmission noire, c'est ça? Ouais, pareil, je pense. Ah ouais, quelle horreur. Ouais. C'est à ça en plus que tu reconnais les gens sérieux en vélo, quoi. Ils ont le vélo à nickel, la guidoline propre, la transmission qui brille. Et là, vraiment, tu te dis, bon, ok, lui. Thibaut, c'est tout sur la puissance. Moi, c'est pas dans le matériel, c'est tout dans les cuissots. Tout dans la puissance. Ouais. Et quand ça casse, ça casse. Mais après, au-delà de ça, c'est pareil, les crevaisons. Putain, ça, faut l'aborder. Moi, quand j'ai fait Nice, j'ai vu des mecs crever au bout de 500 mètres. Mais putain, les mecs, mais qu'est-ce que vous faites? Change ton pneu. Mais même pas ça, mais vérifie tes pneus en fait. Moi, j'ai été coursé à vélo pendant des années. C'est la base en fait. Dès que tu rentres ou dès que tu t'arrêtes pour boire un café sur la route, tu t'arrêtes, tu regardes et tu fais tourner ta roue comme ça et tu regardes. Tu crèves rarement en roulant sur un bout de verre qui te fait exploser ton pneu. Tu crèves parce qu'il y a un bout de verre qui va rentrer au début de ta sortie en sortant de Paris. Et tu vas rouler et petit à petit il va percer. Il y a un jour et à un moment donné il va percer ta chambre à air. Vérifiez vos pneus en fait. Arrêtez-vous, prenez le temps, regardez, sortez les petits bouts de verre et vous allez éviter 95% des crevaisons. Des bons pneus aussi peut-être. Ouais, des bons pneus aussi, c'est clair, ça aide. Mais vraiment, c'est impossible de voir ces mecs avec le vélo à l'envers au bout de 500 mètres sur un triathlon. Ouais, ça ne va pas exister, ça, sérieusement. Ça me rend... Moi, à chaque fois que je le vois, le gars, je me dis, mais vraiment, c'est. Nous, on change tout avant un tri. C'est la base. Non, par contre, on a vu l'année dernière à Paris, là, c'était canicule. Et du coup, ils avaient conseillé de dégonfler les pneus la veille. Pour pas qu'ils explosent. Ça et pétait sur le parc à vélo avant de partir. Ça pétait dans tous les sens. Ça a explosé. Ça a explosé dans tous les sens. On partait sur la natation, donc le mec était a priori déjà parti. Ouais. Je pense que lui, il a dû récupérer son vélo. Ah bah là, tu peux rien changer, quoi.
Et qu'est-ce qui casse en premier sur un vélo? Imaginons qu'on fasse un entretien correct, pas comme ce que font Thibaut et Mélène, mais Pas comme les mauvais sur élèves, sur un entretien correct où t'entretiens ton vélo régulièrement, c'est quoi qui est amené à péter en premier? C'est le pédalier, c'est la chaîne qui se détend, c'est le cap de frein, c'est... Ouais, non, franchement, honnêtement, si t'entretiens bien ton vélo, il y a quand même peu de chances que quelque chose casse. Hein. Vraiment, ça peut être les rayons des fois. Ça peut être, tu prends un trou, ta roue elle se voile. Mais franchement, c'est... Quand ça casse, en général, c'est qu'il y a un accident, c'est que t'as pris un nid de poule ou un trottoir. Ça peut se redresser une roue voilée. Ouais, carrément, jusqu'à un certain point. Ouais, voilà. Elle est pliée en deux comme un roue, elle Vélib. fait la danse du ventre, elle est pliée en quatre. Elle est pliée en deux, bah elle est un peu voilée. Elle est un petit peu voilée, on peut faire quelque chose. Ah bah ouais, non. là, c'est- Le carbone, ça se plie? Le carbone, ça peut se voiler. Beaucoup moins, mais ça peut se voiler aussi. Ouais. Ouais, tu peux même voiler une lenticulaire. Ça, j'ai déjà vu des lenticulaires. Alors, léger, hein. Mais Ça doit faire une sacrée mais- sensation sur le Ouais. vélo, quoi. Ouais, mais ça peut se voiler un petit peu. Mais si tu entretiens bien ton vélo, c'est pareil. Si on peut faire un point, il y a eu le confinement. Les gens qui font du home trainer et qui mettent juste une serviette sur leur potence. Moi, j'ai appris ça à l'époque du triathlon sport parce qu'il y avait une équipe pro et les gars s'entraînaient. Et en fait, les mecs mettaient des sacs poubelles sur leur potence et leur cintre. C'est moi ce que j'ai fait pendant le confinement. Tu Truc mets sac étanche, poubelle, ouais, bah ouais, qui est full étanche en fait. Parce que quand ta serviette elle est imbibée de c'est une bonne sueur idée, ça. et que ça finit par tomber en dessous, donc ta guidoline elle est détruite, tes vis elles sont détruites et ta direction elle est raide. Hein. Donc, Je sais pas si tu vois les regards. Thibaut et Mélène, ils se regardent. Je vois les sourires. J'ai acheté des sacs ouverts. Bon, c'est bon, en novembre, quand on reconfine, je mets un sac poubelle. Je pense que t'as Ouais, parlé encore de nous tout le maintenant. long. Mais ouais, non, mais vraiment, ça, pareil, faites super gaffe à ça. La sueur, ça oxyde, ça Ouais, attaque. ouais. C'est ce que nous avait dit Olivier Marceau, qu'on a interviewé aussi. Ouais. Mais il y a rien de pire que de mettre ta clé Allen dans ta vis de Et que ça potence, tourne dans le faire un vide, tour et clac, la tête elle est morte et elle est toute molle. Ah bah génial. Bonne chance, un grand moment qui s'annonce là. Mais ça, pareil, Ouais, c'est un truc tout con, mais c'est de l'entretien. Et sinon, c'est juste qu'il faut le faire régulièrement, quoi, en fait. Quand il y a un truc qui va pas, surtout si vous savez faire de la mécanique, faites-le vous-même. Mais quand il y a un truc qui va pas, le faites pas vous-même, quoi. Vraiment. Encore avant de venir, j'ai fait une séance d'homme trainer. J'étais en train d'essuyer la transpi sur mon cadre avec ma serviette. Oh là là. Ah, Pour déjà, dire j'ai testé avec le ventilo, ça change quand même bien la donne. Ah bah, j'ai ouais. fait sans ventilo au début, mais c'était piscine dans Ah mon bah ouais, salon. c'est clair, hein. c'est clair. Ça Ça, c'est ressemble pareil. à rien. Vous avez fait un podcast sur l'alimentation et tout ça, mais le home trainer, c'est pareil. Il faut boire, il faut manger, il faut vraiment arrêter de mettre de l'eau dans vos bidons. Franchement, l'eau, ça sert à rien, quoi. L'eau, foutez-la à vous sur la tête, à la limite, et c'est tout, quoi. Mettez quelque chose dans l'eau, quoi. Boire de l'eau, c'est bien, ça vous rafraîchit, mais et à un moment donné, sur home trainer, faut vraiment y aller. Hein. Faut Tu boire. conseilles boire, quoi dans boire. l'eau? Le EPO, créatine Non, buvez du rouge direct. Les anciens faisaient ça, et franchement, ça a l'air de bien marcher. Ouais, c'est vrai que sur le Tour de Quand France. t'es bourré, t'as moins cette sensation de douleur physique. Bon, après, donc, on a quand même vu les performances s'améliorer au fur et à mesure des années. c'est sûr que là, Je aujourd'hui, veux ils ont des pas- trucs quand même un peu plus efficaces que le rouge. Mais non, mais pour le coup, sur home trainer, ouais, faut pas. Il y a tout à faire attention sur home trainer, hein, vraiment. Ah, on s'est fait des sorties longues là de 3 heures pendant le confinement sur Home Trainer. Et tu finis, t'es lavé. T'es ruiné. Hein. Ah bah Ça là, ressemble à je rien. pense que les seuls qui ont pris du poids, c'est les gens qui faisaient pas de vélo. Hein. Parce que si tu fais du vélo, que t'as vraiment eu un home trainer, Zwift et compagnie, franchement, tu t'es Ouais. affûté normalement. C'est ce qui s'est passé pour nous, en tout cas. Ouais, bah pareil, moi j'ai perdu 2-3 kilos en 3 mois, franchement. Et sur le choix de ton vélo, justement, pour le home trainer, j'ai entendu dire, dis-moi si c'est vrai ou pas, Que ça abîme le cadre. Ouais, surtout sur les vélos carbone, c'est déconseillé de faire du... franchement, Sauf si t'es un bourrin et que tu fais que des sprints. Mais... Ouais, vraiment, franchement, moi, je peux comprendre. Je sais que t'as des vélos, typiquement en triathlon, t'as une marque qui s'appelle Dimon, qui est en fait un cadre où t'avais pas de tube de selle. En fait, t'avais un tube de selle, mais t'avais pas de tube vraiment qui reliait le tube horizontal au boîtier de pédalier. Donc là, pour le coup, il déconseillait parce que il y avait une certaine flexion dans le cadre. Mais après, pour le coup, franchement. C'est censé marcher, quoi. Ouais, tu peux y aller, franchement. C'est sûr que si tu t'amuses à faire des sprints et à secouer ton vélo dans tous les sens, c'est pas recommandé. Mais si tu restes assis sur ton vélo droit et que tu t'amuses pas à faire n'importe quoi, je vois pas trop le problème, quoi. Pour revenir rapidement sur l'air à mettre dans les pneus. Combien de barres? Ouais, voilà, c'est ça. Plus c'est c'est gros, moins intéressant. t'en mets. En gros, voilà. C'est intéressant. Sur des pneus en 23, ce qui est une norme Donc c'est la largeur qui est des en train de pneus, disparaître. hein. Ouais, c'est la largeur de ton pneu, la bande de roulement. En gros, plus ton pneu est fin, plus tu peux mettre de pression, plus ton pneu est gros, moins t'en mets. D'accord. Pareil, je vais prendre mon cas à moi, je fais 74 kilos et je roule en 28 et je mets entre 5,5 et 5 bars, un truc comme ça. Après, je suis en tubeless, donc pour le coup, moi, je joue un peu sur le confort aussi. Je sous-gonfle pas, mais je mets de manière à ce que ça soit un peu dur, mais ce qui est un peu de confort aussi. On est d'accord qu'un vélo sous-gonflé, perte de puissance.
Bah ouais, tu colles un peu plus à la route. Risque quoi. de crevaison. Risque de crevaison. Bah si t'es en chambre à air, tu risques de pincer du coup. Tu risques de passer à la chambre à air. Par contre, surgonfler, c'est pas une bonne idée non plus. Tous ces gens qui gonflent leur vélo avec des pneus, ils sont en béton. Le caoutchouc, il a une certaine élasticité. Ta chambre à air aussi. Et à un moment donné, quand t'arrives au max de l'élasticité, si tu prends un caillou, un trou, un nid de poule, ça va taper. En fait, ton pneu va déjà être tellement détendu que ton pneu et ta chambre à air, ils vont exploser à l'intérieur en fait. Donc faut respecter. C'est marqué sur le pneu. C'est pas compliqué. Si vous savez lire, normalement, vous allez gonfler à la bonne pression. Mais typiquement sur du 23 avant, on disait que c'était 10% de ton poids. Donc quelqu'un qui fait 74 kg comme moi, il mettait 7,4. C'est un truc à la louche. Ouais, c'est un bar pour 10 kilos. En tête, ouais, je suis en 23 aussi, et Ouais. c'est à peu près ce que. T'es un ancien toi du coup en 23. Vélo sale en 23, dis donc. Mais non, pareil, faut tester en fait. Ça dépend. Moi après, je mets toujours un tout petit peu moins devant que derrière pour pas perdre l'avant dans un virage par exemple. Mais il faut faire des tests en fait. Faut essayer petit à petit de partir, de bien gonfler et de descendre. Et à bien un moment donné, vous allez vous rendre compte que le vélo il est tout mou, que c'est pas agréable. Donc Et la largeur du pneu, c'est une sorte de confort aussi, ouais, de stabilité. alors, longtemps, les gens pensaient que plus tu prenais un pneu large, plus tu étais collé à la route et moins tu avais un bon rendement. Et en fait, maintenant, la norme, c'est le 25. Tu reviens il y a 15 ans en arrière, les gens ils roulaient en 21. Mais maintenant, c'est le 25, de plus en plus le 28 aussi. Et les fabricants élargissent les passages au niveau de la fourche et au niveau, Pour que ça passe. au niveau des bases à l'arrière pour que ça passe. Donc, franchement, la norme, c'est le 25 et le 28. Plus ça va, plus les cadres acceptent du 30, du 32. 30-32, ça commence à coller un peu quand même. Hein. Faut pas se mentir. Sur un VTT. Ouais, quasiment. Mais non, Tous ces vélos à Los Angeles là, avec des roues énormes. Un truc pour rouler dans le sable, ouais. Le 25 et le 28, ça nuit pas vraiment à la performance. Encore une fois, franchement, il y a des tests qui ont été faits comme le boyau et le pneu. Tout le monde sait que le boyau c'était beaucoup mieux que le pneu. Et le pneu, il a tellement rattrapé. C'est pas compliqué. Tu regardais les coureurs sur le Tour de France, les mecs qui faisaient du contre-la-montre, qui étaient les mecs qui roulent le plus, qui font le plus attention au matos, le moindre watt à économiser, ils le cherchent. Les gars roulaient en pneu, donc c'est qu'à un moment donné, le pneu a été plus performant que le boyau à un certain moment. Ça a basculé. Donc, Super, bah écoute, merci beaucoup. On a appris beaucoup de choses. Ouais, merci beaucoup pour toutes ces. un vélo propre. Hein. Déjà pour commencer. Là, on a pris Déjà, des mauvais titre points quand personnel même. aussi. on a vu qu'on a des mauvaises habitudes. Il va t'acheter une ou deux bombes, un chiffon et il va bosser toute la nuit. Ça C'est tombe parti. bien parce qu'on devait emmener les vélos en révision, donc ça va être l'occasion. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour toutes tes Avec réponses. plaisir. Est-ce que on peut te suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, toi ou la boutique d'ailleurs? Ouais, bien sûr. Bah, sur Instagram, il y a un compte Insta Kilomètre Zéro. Et après, sur Instagram, j'ai un compte aussi. Là, vous cherchez Nicolas Barbe, j'ai un compte qui est pas forcément très intéressant. Je mets juste tous les vélos que je m'achète en général. Donc, Non, mais c'est pour que les gens puissent te retrouver pour Ouais, te poser ouais, des bien sûr. questions, tu vois, même s'ils viennent pas à ta boutique. Carrément. Mais sur le compte du Kilomètre Zéro, appelez en magasin, passez en magasin. Vraiment, encore une fois, c'est pas pour nous faire de la fausse pub ou quoi, mais. Enfin voilà, on fait du vélo, on est sympa. Et Thibaut me fait les gros yeux, je vais oublier une question Très importante. Désolé Thibaut. Ma bière préférée, c'est ça? Oui, on a une tradition ici. Bah alors, pareil, mention spéciale, s'il y a des gens du Monoprix Charenton qui m'écoutent, vraiment, ils ont arrêté le référencement de ma bière préférée. En fait, c'est une marque laquelle américaine qui s'appelle Rogue. Je sais pas si tu connais, pas si Non. vous connaissez. Non. Rogue, ils avaient une bière à hazelnut, donc à la noisette. C'était une Ah, tuerie. super, ça. Il y en a plus. Ils en font plus à Monoprix Charenton. C'est un scandale. T'en as pas acheté Elle assez? existe toujours. Bah, je sais pas, franchement, j'en trouve Ouais. plus. Mais de manière générale, toutes les bières un peu IPA et tout, j'aime bien. Mais même si ce soir, je vous ai servi de la Henken en fût là, parce qu'on avait ça. mais non, pour le coup, la Rogue à la noisette, franchement, Rogue à la c'était une noisette. tuerie. Et j'en Ok. ai une autre, tiens, attends, pour les cyclistes. J'en ai bu une un jour, franchement, pareil. Un truc, faut connaître un peu. Ça s'appelle Denver Beer Co. Ça s'appelle Incredible Pedal. Et franchement, Incredible celle-là, je l'ai Pedal. mangée dans un burger à Paris. C'est C'est drôle. une tuerie. D'accord. On va la rechercher Elle celle-là. est stylée en Ouais. plus. La Rogue Noisette Ouais, et la pour nos amis Incredible cyclistes, Pedal. franchement, faites-vous plaisir. À la place du bidon, on saura quoi mettre. Ouais, un peu de bière, ça passe. Bah, très bien, merci. Et nous, on peut nous suivre sur Instagram. Sur Instagram, il y a pas Geoffroy aujourd'hui, mais PPTC _tri. exactement. Et sur Strava, Et sur Strava, PPTC tout court. PPTC tout court. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous envoyer des petits messages. On se fera un plaisir de vous répondre également. Maintenant qu'on sait tout sur le vélo, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à nous. Merci. Avec plaisir, bonne soirée. Et n'oubliez pas, l'important, c'est le club. c'est le club. Et bisous. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.